Bonsoir. C'est une invitation au voyage que je vous lance ce soir. Un voyage dans le temps, bien sûr, mais surtout un voyage au cœur de l'un des plus extraordinaires monuments du monde, un joyau français, sorte de palais d'Orient perché entre ciel et terre, le château de Chambord. On ne lui connaît pas d'architecte. Il est une œuvre collégiale, issue des meilleurs savoir-faire de son époque, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'aurait jamais existé sans la volonté d'un homme, d'un roi, François Ier. Recherche d'harmonie, de perfection, il est développé en parfaite symétrie autour d'un axe central, l'escalier à double révolution, sorte de monument à lui tout seul qui se prolonge par la tour-lanterne. Voilà pour le décor, dans lequel nous allons tenter de vous faire vivre une incroyable aventure, celle d'un dîner, que dis-je un dîner, un festin, à la table de François Ier. Il est un roi chevalier, Marignan, 1515, amoureux des arts et des lettres, de la culture, amoureux des femmes aussi, qu'il aimera passionnément et dont il sera entouré toute sa vie, mais aussi amoureux de la bonne chère. Et c'est à cela que l'on va s'attacher, à vous montrer à quoi ressemblait la table de la Renaissance. Et c'est pour ça que j'ai choisi de m'adresser à un spécialiste du genre, Charles Quézin, formé auprès des plus grands architectes. La créativité de ce designer émérite est sans limite. Metteur en scène de repas, et même plus, il est avant tout inventeur de festins surréalistes. Un savoir-faire qu'il va partager avec nous pour mettre en œuvre notre grand projet. On ne pourrait pas imaginer les mettre sur des troncs? Parce que ça, c'est génial. C'est quelque chose qui serait vraiment, vraiment intéressant. Et j'aime bien l'idée d'en avoir une dizaine sur la table, c'est très, très beau. D'accord, il n'y a aucun problème. Bien sûr, c'est une très belle idée. Oui. Et nous serons aidés de Didier Clément, originaire du centre Val-de-Loire. Ce maître que Sologno sera à l'œuvre derrière les fourneaux. L'histoire avec un grand H lui dicte sa cuisine. C'est donc en toute logique que j'ai fait appel à lui pour orchestrer le menu de notre festin. C'est une recette voilà, qui s'enroule, c'est comme le fil du temps. T'as raison, c'est joli. C'est une jolie analogie. Et à nous trois, nous allons ressusciter les festins de la Renaissance. C'est en compagnie de cuisiniers professionnels, mais aussi d'amateurs de bonne table, d'artisans ou de producteurs de la région que nous allons remonter le temps et tenter de nous approcher au plus près de ces festins Renaissance si chers à François Ier. Un roi immense par son charisme, on a d'ailleurs l'impression que Chambord a été construit à sa mesure. Un château incroyable avec ses 440 pièces, ses 282 cheminées et ses 77 escaliers, sans oublier ses dédales de couloirs qui, quand on les parcourt seuls, donnent au monument des allures de labyrinthe géant. Heureusement, Virginie, la gardienne des clés, n'est pas loin. Elle m'ouvre la chambre du roi pour une visite exclusive. Quel privilège! Est-ce qu'on sait pourquoi François Ier a décidé de construire ce château, ici? Alors, c'est effectivement une partie du grand mystère. Bon, on a plusieurs idées. D'une part, le fait de vouloir s'isoler, être dans un endroit où il peut venir avec sa petite bande. On sait aussi qu'on est sur un territoire très giboyeux. Or, le roi apprécie beaucoup la chasse. Par la chasse. Donc, il vient ici, effectivement, chasser. C'est son pavillon de chasse, modeste. Oui, oui, tout à fait. Et alors, ce fameux château, dont on dit que les plans auraient pu être dessinés, en tout cas sur l'initiative de Léonard de Vinci, est-ce que c'est vrai? Est-ce que là, il y a une légende quand même? Oui, il y a une légende. Il a évidemment été lié au projet de Chambord, puisqu'il est en France au moment où s'élaborent, on va dire, les plans de ce château. Cela dit, il meurt 4 mois avant le début de la construction. Ah, oui. Donc, Léonard, oui, mais pas seulement. Léonard fait partie de la légende. Exactement. Ça nous plaît. Alors là, nous sommes dans la chambre du roi. Et oui, c'est ça, dans la chambre de François Ier. Qui a été reconstituée, évidemment. Oui. Par exemple, c'est un lit, celui-ci, qui a été entièrement créé avec des tissus Renaissance acquis sur le marché de l'art.
Mais des tissus qui ont vraiment été réalisés à la période de la Renaissance. Oui, tout à fait. Ils sont authentiques. Mm. Mais il y a une chose qui me surprend, c'est qu'il est très grand et très long. Mais oui, il est adapté à la grandeur de la pièce, je dirais, parce que sinon il paraîtrait vraiment petit. Et puis à la grandeur du souverain aussi. Et puis du François monarque. Ier, c'est vrai. Bah oui, parce Oui. qu'il faisait presque 2 mètres, c'est ça, non? Effectivement, grâce à son armure qui est conservée au musée de l'armée, on estime qu'il faisait 1,98 m. C'est un géant, quoi. C'est un géant. Mais en fait, c'est une pièce à vivre ici. On y mange, on y dort, on reçoit, on organise des On conseils. profite de la chaleur du feu. D'accord, donc en fait, on pouvait prendre son repas un peu où ça vous chantait. Exactement. Quoi. On dresse le repas. J'aime bien cette idée. Ça me donne d'ailleurs, ça m'amène à réfléchir pour mon festin. Dans la tour du roi, chaque porte nous mène vers une nouvelle pièce qui avait une fonction bien définie. Ici, la garde-robe de François Ier, aujourd'hui entièrement vide, mais que la réalité virtuelle nous permet de découvrir comme il aurait pu la voir 5 siècles plus tôt. On crée ce qu'on appelle, nous, une vue immersive, c'est-à-dire qu'on se plonge complètement dans un espace remeublé, restructuré. Comment on fait? On se positionne Alors, on se positionne à c'est côté ça de ce médaillon. D'accord. Ah, c'est une chasse au trésor, un peu. C'est un peu ça. Et maintenant, c'est de la réalité virtuelle, donc on se d'accord. déplace La garde-robe dans la du roi. salle. Formidable, le feu est allumé. Ça me réchauffe. Est-ce que ça aussi. réchauffe? Ah oui. Donc au mur, des tentures, bien sûr. Un lit. On continue avec des tentures. Le rouge était sa couleur? Le rouge, le vert, c'est vrai que les couleurs sont en tout cas assez prononcées. Oui, il n'avait pas Assez une franche. couleur appréciée particulièrement. Couleur de prédilection. Oh là là, une belle tapisserie. Un chandelier. Avec une peinture des sol collections du roi. Au sol, donc un tapis, mais en dessous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les nattes de jonc, justement, Les nattes de jonc, qu'on imaginait d'accord. dans la chambre de François Ier tout à l'heure. On mettait pas de parquet. Non, pas encore. Est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres? Oui, bien sûr. Je voudrais voir les jardins d'en haut. Je crois qu'elles n'ont pas été ouvertes depuis François Ier. Ah, c'est magnifique. C'est absolument magique. Bon, sous François Ier, ce sont des marais, ici. Ah oui, oui, parce que finalement, c'est davantage un jardin 18e qu'un jardin Renaissance, non? C'est un jardin à la française, aménagé, effectivement, dans la première moitié du XVIIIe siècle. Le travail de jardin aurait plutôt été initié par Louis XIV, alors? Louis XIV commence à créer en fait cette terrasse artificielle, à canaliser la rivière du Cosson, qui causait des problèmes parce que les marais en été, cela signifie les moustiques, donc le paludisme. En hiver, c'est le risque aussi d'inondation. Donc il commence à créer cette terrasse, mais elle n'est achevée qu'à l'époque de Louis XV, au moment où le château est habité par son beau-père. D'accord. Donc a priori, on peut penser qu'entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, le jardin ressemblait à ça. Exactement. Voilà le fameux escalier à double révolution. Ouais, l'escalier prodige de Chambord. La pièce maîtresse du château. Hein. C'est l'axe aussi, finalement. C'est un peu la colonne vertébrale de tout le bâtiment. Tout tourne autour de lui. C'est la première chose qu'on voit dès qu'on entre dans ce château. C'est un escalier qui sert à la fois à la parade, mais aussi à organiser l'espace, à créer des circulations plus aisées. Ça, c'était assez novateur, voire même un peu révolutionnaire de mettre un escalier aussi monumental au milieu du château, non? Oui, tout à fait. Un escalier, souvent, on le cache dans l'épaisseur des maçonneries ou on le positionne dans les hors tourelles, œuvre. c'est ça. Ici, non, on l'a placé au centre. C'est effectivement la pièce architecturale. En fait, c'est un monument dans le monument. Oui, c'est ça. Un escalier réalisé, semble-t-il, sur les plans de Léonard de Vinci, dont la structure n'est pas sans rappeler celle de l'ADN en double hélice.
L'escalier de Chambord présente en effet une particularité unique à l'époque. Il est constitué de 2 vis qui s'imbriquent l'une dans l'autre et qui semblent n'en former qu'une pour l'observateur extérieur. Pourtant, cet escalier à double révolution permet de monter et de descendre sans jamais se croiser, tout au plus de s'observer par l'une des lucarnes aménagées vers l'intérieur. Un escalier qui représente le pivot central du château, articulant 4 parties identiques, qui constituent elles-mêmes le donjon, l'élément central du projet initial de Chambord. Et alors là, je suppose que c'est Louis XIV. Ah oui. Louis Autre XIV. occupant, même plus qu'occupant, puisqu'il a achevé la construction, ce que vous disiez. Oui, il est venu plus souvent que François Ier d'ailleurs. Et ces séjours étaient l'occasion de divertissement, comédie, soirées d'appartement pour jouer, concerts, spectacles de danse, parties de chasse dans la journée. Ouais. Et ici, nous sommes dans l'ancien théâtre de Molière. C'est-à-dire que Molière a donné des représentations ici, vraiment? Oui, oui. Là, justement, on a un buste de Molière et de Lully. On est exactement à l'endroit où s'est joué pour la première fois Monsieur de Pourceaugnac et le bourgeois gentilhomme l'année suivante. Ici, à l'endroit où on se trouve. Ça ne fait que justifier davantage le grand festin que je veux essayer d'organiser, qui se veut justement théâtral et l'occasion de représentations diverses, je ne sais pas encore quoi. Vous en serez? Ah oui, avec plaisir. J'espère que je serai à la hauteur, hein, parce que la barre est mise très haut après la visite du château. Bon, j'ai hâte. Un château majestueux que je commence à connaître et comprendre un peu mieux, et qui se révèle une source d'inspiration infinie pour ce festin en devenir. Un festin qui ne pourrait se faire sans l'aide du très créatif scénographe Charles Quézin. Charles voyage dans le monde entier pour mettre en scène des dîners surréalistes, extravagants, où la folie n'a pas de limite. Et depuis plusieurs jours, il a investi le château pour nous accompagner dans cette incroyable aventure. Salut Charles. Hey, bonjour Julie, ça va? Ça va? Très bien. Oui, mais c'est impressionnant, c'est grand, c'est immense. Ouais, va falloir qu'on soit à la hauteur. Allez, viens, je te retrouve. J'arrive. T'es là? Je te vois pas? Ah ben voilà. Mais tu sais quoi? J'étais dans l'autre escalier. Double révolution. Il est double, c'est incroyable. C'est incroyable, hein? C'est quand même un espace immense. Immense et ouais, relativement vide, donc il va falloir le meubler. Et puis tu sais qu'à l'époque de la Renaissance, il n'y avait pas vraiment de salle à manger, en fait, hein, c'est ça? Ça, j'ai une idée. Parce que je me dis, on prenait les tables et on les installait comme des tréteaux. On dressait la table. On dressait la table, D'où l'expression. exactement. Tout à fait. Et là, pour moi, je trouve que c'est peut-être essayer de faire pour chacun des mets ou démultiplier les lieux. Chaque étape du repas, tu veux dire? Voilà. D'autant plus qu'il y en a beaucoup des étapes. Attention, il faut aller jusqu'au bout de l'idée. Mais je ne ferais pas forcément l'idée de refaire un festin à l'identique Renaissance, vraiment Tu veux pas que je mette la robe d'Anne de Bretagne? Non, c'est vrai? De Claude de France? Bon, je suis déçue. Bon, je suis l'école, déçue. C'est pas grave. les Je mettrai fraises, la robe de Peau d'Anne. Tu sais quoi? Parce que Ah. figure-toi que Peau d'Anne de Jacques Demy, avec Catherine Deneuve, a été tournée ici. où elle fait un cake d'amour. Oui, s'il te plaît. Oh. Prenez de la farine. Bon, après, on peut broder, hein. Oh, c'est Tu vois, sublime. on pourrait faire se rencontrer François Ier et Jacques Demy au château de Chambord. Un roi et une princesse que Catherine Deneuve interpréta à merveille sous la direction de Jacques Demy en 1970 lors du tournage de ce conte devenu film onirique. Des touches de rêverie que nous saupoudrerons à notre tour tout au long de notre aventure. Si notre festin ne se fait pas en tenue d'époque, Charles a déjà tout prévu. Je me disais que si on offrait à chacun des convives un tissu comme du lin gris, si t'es Une pièce d'accord, de tissu. une pièce de tissu qu'il va faire ce qu'il veut avec, mais un gilet, un chapeau, une robe, un pantalon, un manteau, une D'accord, étole. d'accord. Et ça va être le fil conducteur.
Et en même temps, le fait de faire ça, chaque convive est déjà impliqué dans ce repas, dans le dîner, de manière plus personnelle. Le seul problème que je vois à ça, c'est que je ne sais pas du tout coudre. Mais tu vas Ça fait partie des défis. Et ben voilà. Bon, je te laisse, j'ai un cours de couture. Salut. Moi, je vais chercher la lumière. Si la mise en scène et les arts de la table sont le domaine de Charles, côté menu, c'est ma partie. Et pour un festin Renaissance, il faut des produits Renaissance. Une période minimaliste en termes de technique, puisqu'on se limitait à rôtir, bouillir ou cuire en pâté toutes sortes de viandes. Et pourtant, des gravures d'antan témoignent du faste des banquets royaux, où l'on sucre beaucoup et où l'on utilise à outrance les épices du Moyen-Âge. C'est dans le garde-manger, le réfrigérateur de l'époque, que tout commence. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, les poissons. Hop. On consommait beaucoup de poissons d'eau douce, surtout à l'intérieur du pays, évidemment, parce qu'on n'avait pas, une fois de plus, les moyens de transport et de réfrigération qu'on a aujourd'hui. Mais globalement, c'est drôle, j'ai l'impression que les Français n'aimaient pas trop les poissons, parce que les poissons étaient signes de jours maigres, de carême, d'abstinence. Donc on avait un goût très prononcé pour le jambon, pour la viande. Et ce qu'on aimait, ce sont les légumes qui sortent de terre et qui s'élèvent vers le ciel, symboliquement évidemment, on se rapprochait du ciel, et notamment l'artichaut, qui était très apprécié à la cour, qui le sera encore plus avec Catherine de Médicis, mais qui est déjà un légume que l'on s'arrache, très à la mode. Et puis alors, on revient aux animaux, ce que l'on préférait, et surtout à la cour du roi, c'était les oiseaux. Et là aussi, grosse symbolique, on s'élève à nouveau vers le ciel, on quitte la terre, on se rapproche de Dieu, puis c'est un animal qui est considéré comme noble. Plus il était grand, plus il était majestueux, et plus il faisait impression à la table du roi, d'autant plus qu'après avoir été cuits, rôtis, ils étaient reconstitués pour leur donner une apparence de vivant. On leur remettait les plumes et on faisait en sorte qu'ils puissent apparaître à table comme s'ils allaient s'envoler. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Les fruits confits. Les fruits confits qui avaient été promus par Nostradamus, qui était ce voyant, médecin, qui avait beaucoup voyagé et qui vantait les mérites du sucre, qu'on considérait là aussi comme un remède médicinal. Tiens, les prunes, petit clin d'œil à François Ier. Elles ont été acclimatées en France et en Europe en général par les Romains, comme beaucoup de végétaux. Et on dit que Soliman le Magnifique aurait offert à François Ier un prunier un peu particulier, qui en fait était un prunier qui donnait les fameuses reines Claude. Et comme il était marié à Claude de France, et bien du coup on a donné à cette prune le nom de reine Claude. Donc la reine Claude a vraiment sa place ici à Chambord. Hop. Pendant que je me familiarise avec le garde-manger de l'époque, Charles, de son côté, ne perd pas une seconde. Notre temps est compté. Il est déjà en train d'imaginer la lumière qui accompagnera notre grand festin. Si à l'époque de François Ier, les cuisiniers étaient les petites mains du repas et n'apparaissaient pas sur le devant de la scène, malgré leur prouesse, j'ai choisi une toute autre option. C'est Didier Clément, un chef étoilé originaire des bords de Loire, qui va nous aider à orchestrer ce festin. Installé au cœur de Romorantin, ville renaissance s'il en est, puisque c'est ici que Léonard de Vinci avait pour projet de construire une cité idéale, Didier Clément et sa femme Marie-Christine s'attellent depuis 1980 à revisiter le patrimoine alimentaire historique de la Sologne. Bonjour Didier. Bonjour Julie, Quel bel endroit. heureux de vous accueillir. Mais moi aussi, je suis heureuse d'être ici. C'est un havre. C'est un lieu familial. C'est un lieu familial, c'est une maison qui a été construite sous la Renaissance. Ah oui, et qui était offerte à un proche de François Ier. Donc voilà, on a gardé, on a essayé de peaufiner aussi cette architecture.
Alors, vous m'emmenez où? Dans la cuisine? Oui, on va aller faire la rencontre de Marie-Christine d'abord. Oui, votre, on va regarder votre alter ego. Voilà, quelques ouvrages Votre médiévaux. inséparable. Ah bah, Je avec passe plaisir. devant vous. Allez-y. Dites-moi, j'ai l'impression que vous avez la main verte. À moins que ce soit Marie-Christine. Ah, tous les deux. Très joli cet endroit. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Julie. Vous étiez en train de travailler? Oui. Je vous en prie, Oui, avec asseyez-vous. plaisir. On va essayer De plancher un peu notre sujet. un peu Ouais. et de... Je vais vous... Mais moi aussi j'ai partager. quelques livres, alors on va voir un peu, on va les croiser. La cuisine, la littérature, l'histoire, c'est votre truc. Oui, Hein, exactement. on est dans votre sujet. Exactement. Je suis doctoresse lettres en littérature, mais spécialisée sur la nourriture. Ah là là, Avec, quelle que je merveille. nous a Petite préparé là. entrée, Merci. des agnolotis Mais avec dites-moi, la graine de paradis. Donc, faut Agnolotti à la sentir graine que... de paradis. Oh là là. La graine de paradis, c'est la maniguette, c'est ça? C'est ce qu'on Oui, appelle la c'est maniguette? ça, c'est ça. Et en fait, la graine de paradis a perduré puisqu'elle était utilisée toujours en parfumerie parce que son huile essentielle était un fixateur d'arômes. Donc à Grasse, on a toujours utilisé la maniguette. Parce que c'est la graine de très paradis. parfumé. Il y a une petite farce de volaille, c'est une farce mélangée de volaille, de riz de veau, et puis un petit peu de chair de veau maigre. Et des épices donc. Et des épices, et quelques raisins secs aussi qui apportent cette Ça. douceur. Du coup, Marie-Christine, c'est un plat que l'on servait à l'époque, à la Renaissance? Oui, tout à fait. Donc des C'est-à-dire raviolis, ce qu'on a- voilà, Agnolotti, des agnolotis sont comme des petits raviolis, vous voyez, repliés un petit peu comme ça, en forme de petits portefeuilles. On aimait beaucoup les très jolies pliures, les D'accord. serviettes très bien pliées, les choses très bien pliées. On aimait beaucoup. Et oui, ça à j'imagine l'époque que de la l'esthétique avait Renaissance. beaucoup d'importance à Bien table. sûr, hein. bien sûr. Et là, c'est une inspiration quand même clairement italienne, non? Oui, l'Italie est la référence à l'époque de la Renaissance. Dans le domaine des arts en général et de la cuisine aussi, c'est Bien ça? sûr, ça joue ensemble. Les cuisiniers, si j'ai bien compris, étaient relativement peu considérés dans la société finalement. Hein. C'était pas... Oui, ce n'est pas C'est comme... pas du tout comme aujourd'hui. Pas comme aujourd'hui, oui, tout à fait. Par contre, les personnes qui étaient considérées, c'était toutes les personnes des offices de bouche du roi. Quoi, le maître d'hôtel Alors, le maître d'hôtel, les chansons... les chansons les qui servaient le vin? Voilà, il y avait les chansons qui étaient à côté de vous et on lui faisait signe et il arrivait avec le verre et donc il versait le vin coupé d'eau. Ah bon? Voilà, il y avait le verre placé à droite, le pain placé à gauche, la fourchette qui ne sert pas à porter à la bouche encore, hein, qui sert à piquer dans les plats, est posée à gauche de l'assiette et on mangeait de la main droite avec 3 doigts. Alors donc ça veut dire que finalement à l'époque, même à la cour du roi, on mangeait avec les doigts? Oui. Eh ben, Et nous on voilà piquait. instruits. Voilà, c'est parti. Lécher ses doigts gras ou les essuyer sur ses habits est également inconvenant. Il vaut mieux se servir de la nappe ou de sa serviette. C'est drôle. Alors, de quoi pourrait-on composer ce fameux menu? Parce que nous aussi, nous allons réaliser un festin, un banquet, digne de la Renaissance, j'espère, mais on a un sacré défi à relever. Alors, si on conçoit un repas type à l'époque de la Renaissance, il faut d'abord commencer par ce qu'on appelle des entrées de table. Et il faut poser sur la table déjà immédiatement les fruits crus, puisque c'est à ce moment-là qu'ils étaient consommés. Et on peut commencer à introduire des pâtés, à introduire un peu, peut-être des blancs mangés, peut-être un peu d'autres choses. On cuisait à beaucoup ce en moment-là. pâte, en pâté, justement. Oui, On appelait ça beaucoup. la pâtisserie, mais c'était Oui. pas seulement Oui, en du fait, sucré. c'était les tourtes aussi, C'est les ça, tourtes et tourtes pâtés. et pâtés. Ouais, ouais. Et alors après, il y avait le deuxième service qu'on Deuxième appelle le service après, potage. ouais. C'est tout ce qui est justement viande mijotée, viande en Cuit au sauce. pot, quoi. Cuit Du au pot. potager. On peut mettre dans ce niveau-là tout ce qui est aussi poisson, les poissons d'eau douce. Poché, il y avait comme même vous disiez. Oui, qui était très brochés. prisé aussi. Très prisé, ouais. Et alors après, il y avait le moment phare du service à la Renaissance, c'est-à-dire tous les rôtis, tous les rots. Et il pouvait y avoir un premier service, mais il peut y avoir 3, 4, 5, 6 viandes Ah oui. rôties. Oui, c'est-à-dire que voilà, plus on montait en gamme, on plus on pourrait montait en dire, gamme, dans plus la on avait de hiérarchie, viande. plus on... Plus on avait de viande. Ça. Pas de fromage au menu, mais des issues de table, l'ancêtre des desserts. Et là, peut-être dans l'issue de table, il y a quelque chose qui nous a interpellés. On a regardé un petit peu. Il y a les petits feuilletés. Et c'est les petits feuilletés d'une pâte, une J'ai sorte. trouvé ça dans ce livre. Oui, Oui. C'est ça qui est une référence. La base. Oui. Ah oui, j'ai Et vu alors, ça, des petits feuilletés. c'est une pâte qui est tendue très très finement, qui est enduit de saindoux. Oui, vous avez raison. C'est un doux très mou. Et alors, ce qui m'a amusé, c'est de voir qu'on on enduisait le sein doux avec une plume. Avec une plume d'oie. On n'avait pas de pinceau de cuisine à l'époque. Bah non, non, non. Et regardez.
Ça C'est tombe pas parti. bien, ça? Ah, on a ce a qu'il même faut, la voilà. plume. Je suis pas sûre qu'elle soit doigt, mais elle est là. Donc on a notre pinceau de cuisine. Allez, on y va. C'est parti. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon, alors moi, je me mets un tablier aussi. J'ai rapporté un tablier ancien, d'ailleurs. Petit clin d'œil. Ah, il Date est pas de François Renaissance. Ier, non? J'aimerais bien. J'en doute. Voilà. C'est un joli objet, non? Très joli, très élégant. Merci. Bon, j'espère que ce sera surtout efficace. Alors, comment on fait? Notre recette sont des petits feuilletés qui sont farcis avec une petite frangipane au raisin, au pignon, voilà, qu'on découvre que t'as ici. mis là. Les raisins qu'on a fait préalablement tremper. On va commencer par faire la détrempe de pâte. Je dépose ma farine. Tu mets quelle quantité à peu près? Là, il y a 350 grammes de farine. Voilà, je vais casser un œuf. Donc on est finalement à cheval sur une pâte brisée, feuilletée, mais sans Voilà, beurre. c'est simplement une C'est ça. détrempe qui doit être très très souple. D'accord. Et puis j'ai un petit peu d'eau que j'ai préparée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pendant ce temps-là? Je peux m'occuper de la frangipane, comme tu Oui, dis? si tu veux. 100 grammes de poudre d'amande 100 grammes de poudre avec le d'amande. sucre. Et on rajoutera ensuite les pignons et les raisins. C'est une frangipane enrichie de raisins et de pignons, Voilà mais sans beurre. Ah, voilà ta pâte. Voilà. Magnifique. De main de maître. Donc là, je vais tirer tout ça Tu veux que je le fasse? de façon rectangulaire, oui. je Et vais puis après, essayer. on va se mettre dans ce sens-là. D'accord. Donc là, on fait dans la longueur. C'est un défi, là, que tu me lances. Texture magnifique, hein. Franchement, chapeau. Hein. Pas mal, là, hein. Oui, c'est bon. Là, il faut sortir la plume d'oie. La plume d'oie, mais oui, où avais-je la tête? Sous mon chapeau. Le saindoux, le gras du cochon. Là, il est... Donc ça, c'est vraiment écrit comme ça dans la recette, hein. Oui. Mais on a l'impression que cet objet est fait pour ça. C'est vrai, hein? C'est délicat, oui. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'est la graisse de porc, le saindoux, qui prédomine. Puis à la Renaissance, saindoux et beurre commencent à cohabiter, ce dernier prenant petit à petit de l'importance en cuisine, comme en témoignent les traités culinaires. Bizarre, j'ai des odeurs de jambon là qui me remontent. Oui. J'ai du mal à me faire à l'idée qu'on est en train de faire de la frangipane. Un clash de saveurs. Allez hop, c'est bon. Alors après. Donc là, on va enrouler Ouais. Tu veux D'accord. continuer Ouais, bien sûr. J'y vais. en étirant un petit peu. En étirant à chaque fois. Voilà. D'accord. Allez hop. Et voilà. Impeccable. Comme tout bon cuisinier, Didier a bien sûr prévu une seconde pâte réfrigérée qu'il découpe en tronçons pour les étaler en abaisse de forme ovale. Tu veux étaler la pâte et moi Oui. je mets la farce, on change un peu On va de faire poste. ça. Ça annonce bien. Pas mal, hein. Puis, Et après, je fais voilà, quoi? Tu le renfermes comme ça. Comme un petit chausson. Voilà. Un ravioli. Ravioli. Nous les abandonnons une bonne vingtaine de minutes dans un four préchauffé à 200 degrés, le temps de lancer en cuisson des bouquets de cerises dans un sirop de sucre, au petit boulet comme l'on dit, à environ 120 degrés. Tu les laisses cuire. À peu près 5 minutes. Hein, Ah, juste pas les plus. confire tout doucement. Donc Et en elles vont fait, lâcher un peu de leur jus, c'est ça? leur jus, puis on va teinter le sucre. Donc c'est assez joli, ça donne une couleur un peu rose. C'est une belle idée. Et ça aussi, c'est une recette c'est dans le qu'on livre faisait aussi, ouais. à la Renaissance. Dans les livres de la Renaissance. On appelait On ça appelait les des confitures, c'est ça? Voilà, des Mais confitures. qui n'avaient pas tout à fait la même encore à teneur en voir sucre. avec Ouais. la confiture d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était confit. Oui. Un joli dessert qui aurait certainement pu trouver sa place sur la table de François Ier et qui figurera au menu de notre festin dans les issues de table. Avec les agnolotis aux graines de paradis, voilà donc 2 recettes validées pour notre banquet. Oh là là, c'est drôlement joli. On dirait des coquillages. Oui. C'est assez magique. C'est-à-dire que si je ne l'avais pas fait avec toi, je crois que je ne saurais pas comment on peut réaliser ça, tu vois? Non, C'est mystérieux. Ça, c'est mystérieux. C'est une recette voilà, qui s'enroule. C'est comme le Ouais, fil du temps. c'est ça. L'impression de remonter le temps. Là, C'est et- vrai, t'as raison, c'est joli. C'est une jolie analogie. Bon, allez, on croque. On se brûle, mais on aime ça. Puis ça sent bien le raisin. C'est exquis. Hein. Et surtout, c'est très feuilleté. Oui, ils sont très, très gourmands aussi, avec cet intérieur qui est très moelleux et le contraste aussi avec la pâte qui est très croustillante.
Mais c'est pas gras. Du tout, et c'est pas trop En sucré. fait, on en a mis assez peu du gras. Et surtout, ça sent pas le cochon. Ça, c'est la bonne nouvelle. J'avais quelques appréhensions. Mais c'est délicieux. Tu peux m'en refaire encore quelques-uns pour qu'on en ait suffisamment pour notre festin? Oui, oui, on en fera. On va faire ça. Merci Didier. Je te fais un C'est moi qui te bisou. remercie. C'était un moment vraiment privilégié. Un grand merci à toi. Grâce à l'expertise de Didier et de Marie-Christine, je commence à y voir un peu plus clair sur notre projet de festin Renaissance, pour lequel j'ai mobilisé un bon nombre d'artisans de la région. I feel it all, I feel it all. I feel it all, I feel it all. Berceau des rois de France, la Touraine reste aujourd'hui encore une forteresse des savoir-faire ancestraux. Wild card inside, wild card inside. C'est à Saint-Laurent-Nouan que Laurent Bouloche, créateur de luminaires d'exception, est en train de restaurer un lustre qui appartient justement au château de Chambord. Heart, I'll be the one. Une chance pour Charles, qui doit mettre en lumière notre repas de fête. Toc, toc, toc. Bonjour, je cherche Laurent Bouloche. Bonjour, C'est vous c'est moi. Ah, mais voilà, c'est génial. Bonjour, Charles. Enchanté. Chézin. Moi, je me dis une chose, on est en train de travailler sur un dîner qu'on aurait réalisé à Chambord, au château, et on a besoin de lumière. Ce serait assez impressionnant de pouvoir utiliser vos lampes, parce qu'on m'a dit que vous faisiez des appliques, des lustres, des candélabres, un tas de choses. Et j'aimerais bien peut-être voir votre atelier. Bah écoutez, avec grand plaisir. On y va. Super. En l'occurrence, c'est dans une véritable caverne emplie de trésors que Laurent accompagne Charles. Donc voilà, Waouh. C'est impressionnant. ça contraste. Mais hein. c'est oui, c'est fort. Un espace qui regroupe nombre de créations inspirées de lustres en cristal du début du XVIIIe siècle, période de splendeur à la cour de France qui façonna le goût des monarchies européennes. Je suis très pragmatique. Et je me dis, pour le dîner à Chambord, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Parce qu'il y a le problème pour nous d'accroche. Vous imaginez, vous connaissez, c'est un lieu qui est classé. J'aime beaucoup ces appliques, par Elles sont belles, exemple. Ah ouais, c'est elles sont super. super belles. Mais par contre, nous, on ne peut pas mettre ça, on ne peut pas les accrocher au mur. On a développé, nous, un système justement pour présenter à la fois les lustres et les appliques de manière autonome, c'est-à-dire qu'on posait au sol. On ne pourrait pas imaginer les mettre sur des troncs? Parce que ça, c'est génial. Si on peut avoir des troncs, si on Oui, sait... non, techniquement, il n'y a pas de Ça, souci c'est- majeur. Hein. C'est quelque chose qui serait vraiment, vraiment intéressant. Hein. Vous voulez qu'on fasse un essai? Ah, mais c'est fantastique comme ça. Voilà, formidable modèle. Parfait. C'est extraordinaire. Il faut un petit peu plus grand, mais pas tellement. Un petit Pas peu plus tellement, grand. mais il faut un petit effectivement peu plus un grand. tout Non, petit vous avez peu- raison un par tout rapport au petit peu plus large, dépassement. ouais. Mais ça fonctionne super bien. Ah ouais, ça peut être super sympa. Ça, c'est aussi une pièce dingue. Oh, c'est quoi cette boîte, cette cage? Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est une grosse lanterne Louis XV. C'est vrai qu'une lanterne fait rarement ses dimensions. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'elle a un format assez carré. Je ne sais pas si c'est envisageable, mais si vous en avez deux, une paire... Alors, il y a la paire qui est Ah, mais présentée ça, sur c'est sa... fantastique. Parce que un si peu on a plus la loin. paire, alors ce serait magnifique. Je me disais, pour le dîner, à l'étage, il y a cette magnifique terrasse avec cette vue sur le jardin incroyable. Et pour le soir, à la nuit tombée, on pourrait avoir deux lustres comme ça. Je retiens l'idée, hein. C'est quelque chose qui me touche très fort. Moi, j'ai une dernière chose à vous partager. Voilà, c'est ceci. Alors, vous êtes invité C'est gentil. au dîner. Il y a un dress code Aïe. que vous allez découvrir. En fait, chaque invité Ouais. a reçu et va recevoir ce tissu. Et donc, on aimerait que chacun puisse réaliser quelque chose qui vous convienne. Ça peut être un chapeau, un accessoire, une chemise. Il faut peut-être demander à des petites mains. Oui, parce que habiles couturiers. mes talents de couturier Non, mais- ne sont pas énormes Non, 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 mais plus, on peut hein, trouver, parlez-en. voilà, les amis, épouses. Eh ben, c'est très gentil. Merci à vous. Après mon étape à Romorantin, j'ai repris la route à bord de ma fidèle Micheline pour me mettre en quête d'un autre dessert dont raffolait François Ier, une tourte au melon et aux poires.
Sébastien et Christine sont pour le moment à pied d'œuvre du côté de Rivarennes, fief d'une spécialité qu'ils perpétuent encore, la poire tapée. Un savoir-faire qui, déjà au Moyen-Âge, permettait de conserver des années ce fruit préalablement épluché et séché durant 5 heures dans un four à bois. Christine et Sébastien tapent ensuite leur poire à l'aide d'un ustensile tout aussi ancestral que cette technique de déshydratation. C'est en empruntant de mystérieux labyrinthes creusés à même la roche de Tuffeau, cette pierre qui a permis de façonner le château de Chambord, que l'on accède à leur atelier. Bonjour Christine. Bonjour Sébastien. Bonjour Julie. Ça va bien? Ben oui. Bonjour. Ça va très bien, ça me fait plaisir de vous revoir. Bah oui. Depuis ces quelques années, Oui, bah oui. le geste n'a pas changé. Ah bah non. C'est toujours le depuis des même de siècles. toute façon. J'ai une question qui me vient là, en vous voyant avec cette magnifique machine ancestrale. À quoi ça sert de les taper? Alors, pourquoi nous tapons les poires? Oui, eh bien, tout simplement parce que la poire tapée, elle est entière. Ouais. Donc, nous Les avons le cœur du pépins, fruit, ouais. nous avons les pépins, mais les pépins sont dans des toutes petites carpelles. Et là, vous avez un tout petit peu d'air. Ah. À partir du moment où vous avez de l'air dans un produit, il peut se conserver, mais risque de s'altérer. Pas Oxydation. droit à l'erreur. Voilà. Donc, on prend cet outil qu'on appelle une D'accord. platissoire, donc de platir. On reprend les poires une par une, on les pose ici, et on va compresser au niveau du cœur. D'accord. Il ne restera Pour plus retirer d'air. l'air. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que la poire tapée peut se conserver des mois, des années. Si on ne tapait pas, elle pourrait se conserver, mais elle risquerait de s'altérer. C'est Donc, une sorte de mise sous vide naturelle de voilà. la poire. Et comme c'était, à l'époque, c'était fait pour les marins qui partaient D'accord. Au sur long Terre-Neuve, la Compagnie des Indes, et puis c'était aussi à Et les grandes l'époque, découvertes. les grandes découvertes maritimes, hein, ils avaient besoin de vitamine C, Bien sûr. parce qu'en consommant de la poire tapée, ça leur évitait d'attraper le scorbut. Je peux en piquer une? Oui, bien Allez-y. sûr. C'est drôlement bon. Mais vous les sucrez beaucoup? C'est le sucre naturel du fruit. Incroyable. Vous n'avez aucun rajout, là? On a l'impression qu'elles sont Ah, bah tellement oui, douces. oui, oui. Bah Ah là oui, là, oui. parce que c'est bon, mais en même temps, elles sont évidemment un peu séchées, mais elles restent très très tendres. Oui, mais parce qu'il faut déshydrater suffisamment pour enlever l'eau, pour que le fruit se conserve. Mais à un moment donné, il faut bien arrêter la déshydratation. Autrement, c'est Elles se conservent combien de temps? des mois, des années. Non. Une poire Bien. tapée, c'est toujours bon. C'est toujours bon. C'est vrai. sûr qu'au bout de 20 ans, il n'y aura plus de vitamines. Hein. L'intérêt des vitamines de l'époque pour embarquer sur les bateaux pour les marins, elle n'y est plus. D'accord. Mais le produit est toujours consommable. Une poire tapée, il ne faut jamais jeter une poire tapée. Ah non. Tu me fais ta... On va aller faire la tourte. Tourte Tourte. de melon. Eh ben, on y va. Moi, je Christine, à tout à l'heure. Oui, je finis ça, puis Bah, moi j'arrive. aussi, je finis la mienne. Oui, oui, bien quand sûr. même, hein. On va pas gâcher. Bah non, faut pas gauche. Pas bien ça. Donc là, c'est votre maison. Voilà. C'est là qu'on va faire cette joli. fameuse Tourte au melon. tourte au melon. C'est Donc, parti. on va déjà éplucher un melon. Ouais. Et moi, je fais quoi pendant ce temps-là? Tu veux que je mélange Éplucher je les fais les poires. poires. Ah, t'as une méthode? Tant qu'à faire, autant Non, que je non, il n'y a demande pas à un de méthode. spécialiste. Ah bon? Chacun sa méthode. D'accord. En plus, quand on épluche des poires, on n'a pas aiguisé les couteaux. Ah bon? Oui. Parce qu'une poire, c'est C'est-à-dire un petit peu granuleux quand même. Ah. Et du coup, ça aiguise. Ça affûte au Voilà, fur et à ça mesure. affûte les Incroyable, couteaux. Je savais pas. Alors finalement, ce melon, en tout cas en France, il était consommé à l'époque principalement salé. Puis on a commencé à le mettre en confiture au XVIe siècle, hein, pas avant. Le melon, c'était quand même quelque chose qui était très controversé. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est le melon. Certains disaient que ça pouvait être porteur de maladies. Hein. Voilà, c'est comme tous les nouveaux fruits. C'était relié au diable, évidemment, parce que à tout ce qui n'était Donc- pas connu, c'était Oui, pas oui. bon. Ben oui, alors du coup, on ne le consommait que dans des festins de rois, de cours, que dans la haute société. La comme haute on dit. société. Nous découpons maintenant le melon et les poires en morceaux pour qu'ils compotent à feu doux dans un beurre déjà fondu. Alors, là, on va attaquer allez. le sirop. Bah, tu l'as déjà un peu attaqué, dis On donc. l'a un petit peu attaqué, ouais. Là, on va le réchauffer. Alors ça aussi, c'est un signe distinctif de la cuisine de la Renaissance. En tout cas, du début de la Renaissance. Ah ouais, c'est le sucre. début du sucre, oui. On en met partout.
On en met partout, mais par contre, c'était quelque chose qui était pareil, réservé à une certaine classe de personnes, parce que c'était quelque chose qui était très cher. Mais on voit quand même qu'on met du sucre sur les viandes, sur les volailles, sur les poissons. On saupoudre le sucre comme aujourd'hui, on saupoudre le sel en quantité plus importante. Parce que d'abord, on lui prêtait des vertus médicinales, une fois de plus. Aujourd'hui, c'est le contraire entre nous. Oui. Alors là, maintenant, notre sirop, il est bon. Ouais, tu veux pas qu'il colore, hein. Il faut vraiment qu'il colore juste à bondir. Voilà, et surtout pas qu'il se transforme en caramel. Donc là, on va apporter de la poudre d'amande. Et on va obtenir une sorte de pâte qui va devenir une poudre. Sébastien me confie une nouvelle mission, casser 4 œufs fermes. Bon, tu sais, avec mon grand âge, hein, je m'installe. Pour les monter en omelette. Tiens, ils ont des beaux jaunes, hein, bien dodus. La pâte d'amande refroidie a figé et nous pouvons maintenant la passer au robot avec les biscuits à la cuillère. Il faut les réduire en poudre avant de les ajouter à la purée de fruits. Hop là, ça devrait aller là. Voilà. Et ça commence à sentir drôlement bon. Ça sent bon déjà, c'est déjà ça. Ah ouais, ça sent une pâte d'amande fruitée, c'est très agréable. Hein. Et là, on va incorporer nos œufs. On est vraiment dans le calisson. Là, on est vraiment dans le registre du calisson. On va prendre notre fond de pâte. Ouais. Et là, après, tu rajoutes une couche de pâte, c'est tout? C'est tout. Et tu mets au four combien de temps? On met au four à peu près 45 minutes. Je laisse Sébastien finaliser la confection de cette généreuse tourte qui doit passer au four avant d'être enduite d'un sirop d'eau de rose. Le temps d'ajouter à notre menu ce généreux dessert, que dis-je, cette issue de table. Super belle. Voilà la tourte au melon. La tourte au melon. Magnifique. Il est trop fort. Voilà. Très très joli. Alors tiens, j'ai un petit cadeau pour vous. Avant qu'on ne goûte cette merveille. L'idée que nous avons eue avec Charles, qui élabore ce festin de roi avec moi, c'est de donner à chacun de vous, à tous les hôtes du festin, un morceau de tissu dans lequel vous êtes chargé, si vous le voulez bien, de réaliser ce que vous voulez. Donc, évidemment, idéalement, quelque chose que vous allez porter pendant le repas, de façon à ce qu'on ait tous un point commun, et en même temps que chacun puisse laisser libre cours à son imagination. Vous l'ouvrirez tout à l'heure, je le mets là. D'accord. D'accord. Allez, on va goûter cette magnifique tourte. Alors. Ah bah oui. Mais tu vois, on est dans l'esprit un peu d'un massepain, d'une pâte d'amande, mais c'est plus léger parce qu'il y a quand même beaucoup de fruits. Et c'est pas trop sucré, en fait. Je m'attendais à quelque chose de très sucré. C'est délicieux. Ça va, c'est présentable. Non, ça va. La magie opère. Notre menu se compose et les rencontres se multiplient. Notre première journée en terre solognote touche quasiment à sa fin. Et c'est un nouveau privilège qui s'offre à moi maintenant, puisque je vais dormir au château. Le temps d'enfiler ma tenue de Morphée et peut-être même de m'offrir une visite nocturne inédite, si toutefois les portes ne sont pas fermées à clé. C'est la charpente du château. Et en fait, dans ces combles, on logeait les nobles qui étaient peut-être les moins en vue parmi ceux de la cour du roi. Et on voit la différence entre le faste, la parade, la chambre de la reine, par exemple, tous les appartements royaux, et puis
La simplicité, même si aujourd'hui c'est quand même une esthétique qui nous parle, des combles. Moi je me verrais bien ici avec un petit lit. Bon, quoique ma chambre est pas mal, hein, je dois vous le dire. Si la nuit à Chambord est empreinte de mystère, les premières heures du jour ne le sont pas moins. Au cœur même du domaine de Chambord, on peut entendre résonner en automne le fameux brame du cerf. L'époque des amours est arrivée. Les mâles partent à la conquête des biches, offrant aux promeneurs de véritables ballets entremêlés de combats et d'accouplements. C'est dans ce dédale de routes forestières que commence ma journée, un parc grand comme Paris intramuros, ceint par un mur long de 32 km. Je ne sais plus du tout où on est. Je crois, totalement perdue, on peut le dire. En même temps, c'est très très joli, donc on en profite. Il y a quand même 200 km de route donc, dans le domaine de Chambord, donc il y a de quoi se perdre. Qu'est-ce que c'est beau! Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages. Je donnerai ma vie en échange, quitte à être pendu. Ah, on peut rêver de rencontrer un prince en forêt, hein. Ah, je vois une voiture garée. Voiture du château, apparemment. Du domaine. Ça, c'est bien ça. Bien matinal lui aussi, Jacques, garde forestier à Chambord depuis 41 ans, est paisiblement installé au bord de l'un des 14 étangs du domaine. Des étangs créés au Moyen-Âge par les moines pour assainir les sols marécageux. Bonjour monsieur. Bonjour. J'en déduis que vous êtes pêcheur? Oui, et puis c'est pas un bon temps. Hein, non, là, effectivement, c'est un peu hostile. Mais ça mord? Ça a bien mordu, j'ai pris 2 belles carpes. Ah oui, ouais. Des carpes? Voilà. Bah oui, dans les étangs, j'imagine qu'il y en a un paquet. Et dites-moi, vous êtes un peu ma planche de salut parce que je cherche le château, mais je suis complètement perdue. Ah, oui. Vous connaissez le domaine? Oui, c'est très grand. Alors il va falloir reculer, repartir vers l'ouest. Mais je peux vous indiquer le chemin si vous voulez. Ah bah si vous voulez. Vous voulez monter avec moi? Bah, je remonte mes gaules. Oui, attendez, je vous aide. Je vais vous aider. Oh là là, c'est des belles pièces, hein. Incroyable. Ah oui. Mais moi, on m'a dit quand même les carpes étaient meilleures quand elles étaient pêchées dans les rivières plutôt que dans les étangs parce qu'elles avaient moins le goût de vase. C'est un peu le problème de la carpe. Oui, bah dans les rivières, il y a de la vase aussi, mais à partir du moment où on les fait passer un peu à l'eau vinaigrée, etc., voilà. Ouais. et puis qu'on met une bonne sauce faut avec... Il faut les faire dégorger un peu avant et puis après les assaisonner. On sent pas du tout ce goût de vase. Non, non, non. Est-ce qu'à l'époque de la Renaissance, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, je vous raconterai après, mais est-ce qu'à l'époque de la Renaissance, on consommait déjà la carpe? Ah bah bien sûr, tous ces étangs qui ont été créés à l'époque de François Ier et même bien avant. Pour assainir le territoire, c'était des marais en fait, c'est ça, hein? En gros, oui, c'était des marais, mais c'était surtout pour faire des réservoirs d'eau pour avoir du poisson, toute l'année. C'était l'ancêtre de la pisciculture, quoi. Et comme ils pêchaient pas à la ligne, ils vidaient l'étang et récupéraient les carpes. Non. Et ils les mettaient dans des petits bassins, derrière, à droite, à gauche, pour en avoir en permanence, puisque c'est solide une carpe, ça va pas. Ouais, c'est ce que vous pas disiez. besoin d'une eau très oxygénée. Mais vous allez les cuisiner là aujourd'hui? Bah, bien sûr, c'est le poisson, c'est meilleur frais. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est une question de blonde, mais il en faut hein, quand même. Non, mais parce que, en fait, c'était une question derrière laquelle il y avait peut-être une petite proposition. C'était de venir cuisiner avec vous, si c'est possible. Oh bah si ça vous fait plaisir, ça me dérange pas, ça me fera des petites mains. Ben voilà, exactement. Allez, une expérience. Voilà.
carpe dans une 304. Et c'est parti. Tout droit, direction Chambord. Bon, eh ben on va aller voir ça. C'est pas haut. Il faut récupérer des carpes. Hop là. Oh. Voilà. Ah, ça pèse son poids, hein. Ah bah oui, elles sont belles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les caille? On les caille. Allez, Alors vas-y, moi, montre-moi. j'écaille avec une coquille Saint-Jacques, ça va. Ah, pas mal. C'est ce qu'il y a de mieux. Oh là là. Tu vois. Ah ouais. Bon, c'est vite fait. On la retourne. Et on Tiens, fait... là, je vais le faire sur le second. Ouais. Tu mets Alors, bien attends, ta main dans... là pour la tenir. La main dans les ouïes. Ouais. C'est un peu dur, hein. Oui. Ah oui, dis donc, faut y aller gratter. costaud, Au hein. départ, ouais. Faut gratter fort. Voilà. C'est pas mal, là, hein? Bah écoute, Qu'est-ce qu'on dit? Oh, regarde, non, reste s'il reste une écaille, c'est pas grave. Non. En même temps, vu comment elles sont costauds, vaut mieux pas les manger. Voilà. Impeccable. Je coupe les darnes sans la vider pour garder la darne avec le rond. Ah oui, le rond d'accord. pour poser ventre, quoi. Pour poser ma farce dedans. Ah, Ouais. mais monsieur est un peu cuisinier quand même, hein? Ah, puis il faut que ça soit assez Tu joli. t'y connais? C'est toi qui fais la cuisine à la maison? Tout le temps. C'est vrai? Oui. Je les rince peut-être avant de les poser, non? Oui. Ah oui, dis donc, il y a de l'arête, hein? Oui, Tu il y le a de sens, la... hein, en les nettoyant, là, ça pique de partout. Ils se défendent. Eh ben, impeccable. On va emmener ça et on va la mettre dans l'eau vinaigrée. Hop. Passons aux choses sérieuses. Après m'être imposé dans la cuisine de Jacques, il faut être un commis à la hauteur pour magnifier cette carpe. Elle va être agrémentée d'une farce composée de mie de pain, d'œufs et d'autres gourmandises cueillies dans le potager de Jacques, mais surtout d'écrevisses à pâte rouge, que l'on appréciait déjà du temps de François Ier. Ouh là là, ils nous cherchent. Ouais. Ah ouais, moi j'ai pu en goûter une fois, mais c'est rare, hein, en France. Oui, c'est très rare. Et puis, en plus, quand on les mange, c'est long en bouche. Derrière, ouais. ça reste, quoi. Ah bah, c'était un mets de choix à l'époque, Ouais. hein. Ah bah oui. Donc, je les mets à bouillir. D'accord. Et puis, quand elles commencent à remonter un petit peu à la Donc surface... attends, c'est tu qu'elles les mets dans une eau bouillante salée ou non? Salées, Salées. salées, poivrées, avec des feuilles de laurier. Ça suffit. Alors après? Eh ben, on va attaquer les échalotes. Voilà, ça, hop. Tu veux fin, pas trop fin? C'est quoi l'idée? Assez fin, si tu veux. Assez fin. C'est une farce que tu as imaginée. Toi, en fait, cette recette, elle est 100% Voilà. issue Je de prends- ton imagination. Je prends tout ce que je trouve autour de moi et puis je cuisine. Qu'est-ce qu'il y a comme recette vraiment typique de la région? Bah, c'est surtout des recettes de gibier. Le gibier, ouais, c'est quand même De vraiment une gibier. région Et puis de après, il y a des chasse. choses qui sont un peu typiques de la région. C'est les asperges blanches. D'accord. Curieusement, Dont François Ier était friand aussi. Bah, hein. bien C'est une sûr. époque où l'asperge était très prisée à la Bien sûr. Renaissance. Une farce qui s'enrichit aussi de persil, de nos échalotes qui ont fondu dans le beurre, d'ail, d'œufs. Non, mais c'est des œufs de c'est des d'oie. œufs du coin. Ah ouais. des Les œufs poules sont généreuses. C'est bon. Voilà. Et bientôt des écrevisses fin cuites que nous pouvons égoutter. Impeccable. Mais Jacques voit les choses en grand et nous faisons également revenir des girolles dans du beurre avant d'écosser les petits pois du potager. Et dis-moi, Jacques, Oui. en fait, mon idée au départ, en arrivant à Chambord, était d'organiser un festin Ah, digne des grands festins de François Ier. c'est une bonne idée, ça. C'est ambitieux en tout cas. Et je me demandais si ton plat, là, ta carpe, comment tu l'appelles d'ailleurs? La carpe à la Jaco. Ah bah c'est bien, voilà, la carpe à la Jaco par exemple. Est-ce que François Ier servait la carpe à la Jaco à ton avis? En tout cas, une carpe aux écrevisses dans cet esprit-là. Oh, certainement. Ouais. Carpe, écrevisses. Les légumes, on trouvait ça à du l'époque. jardin,
C'est ce qu'on trouvait Il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de pommes de terre, donc c'était que des légumes contemporains. Il y a de la mie de pain. La blette. De la blette. Alors, les petits pois, on les précuit en fait, c'est ça, hein? Voilà, juste blanchis, quoi. Blanchis pour pas qu'ils soient trop croquants. Pour qu'ils soient... nos girolles, elles sont pas loin, là. Hein? Ouais. Il ne reste plus qu'à faire les écrevisses. C'est bon. J'ai l'impression d'être en train de me balader dans un sous-bois, là. Ah oui, on va défaire les queues. Les têtes, on les met là-dedans, on les garde pour faire le... Alors, les têtes, il faut aller faire la bisque. On va finir ces 3-4 là. Ce que tu peux faire le temps que je fasse la bisque, c'est fariner les... Fariner les darnes. Les darnes et les passer à la poêle. J'aurais dû penser à mon tablier, là. J'en ai un. Regarde. C'est pas beau, ça. Oh, attends, à l'endroit. Ah oui, à l'endroit. Oh, magnifique. Il est très beau. Les darnes farinées, je les passe brièvement à la poêle en les saisissant de chaque côté, alors que Jacques confectionne sa bisque avec poigne, en écrasant les carcasses pour en extraire les sucs, avant de les laisser réduire à feu doux. Ça commence à sentir bon. Ah, ça vient, ça vient. Parfait. Je laisse Jacques à son ouvrage, me réservant ainsi la surprise du plat terminé. Et je file noter ce menu qui se définit doucement. Alors, entrée de table, on est bien d'accord. Blanc manger agnolotti, si vous avez suivi. Pour les rots, la poule d'Inde. À la Didier, on découvrira ça. Et les issues de table, comme on dit chez nous, tourte au melon, confit, et les fameux petits feuilletés que j'ai adorés. Ça se profile, ça se profile. Allez. On va se goûter ça. Ah, génial! Je t'ai plus beaucoup aidé sur la fin, là, j'étais en train de faire mon menu. Oh, voilà. mais c'est drôlement joli. Ah bah oui. On dirait des petites barques. Honneur aux pêcheurs. Oui. Merci. On dirait un cygne. Et alors, on les mangeait, les cygnes, à l'époque. Ah C'était bah très prisé. Ça peut être bon, je sais pas, j'en ai jamais mangé. Moi non plus, mais enfin, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Et on mangeait des pains aussi. Oui. Ça, j'aimerais bien y goûter, par contre. Ah ouais. Alors, donc, consigne, évitons les arêtes, hein, c'est ça? Oui, il faut être prudent. On a bon appétit. Merci, toi aussi. En tout cas, merci pour ce privilège. Parce que là, sans être une princesse, c'est vraiment un privilège hein, de manger de la carpe fraîchement pêchée. Ah bah là, on peut pas faire plus frais. C'est très aromatique, hein. Très très bon. C'est un goût auquel il faut s'habituer parce que c'est pas le goût habituel du poisson, mais c'est bon. C'est bon, franchement c'est bon. C'est une jolie découverte. Bonjour mesdames, mesdemoiselles. Bonjour. Charles, notre scénographe belge, est lui aussi toujours à pied d'œuvre pour agrémenter le décor de notre grand repas, du côté de Gien cette fois-ci, au cœur même de son emblématique faïencerie, dans laquelle on perpétue une tradition que l'on cherche à reproduire dans le monde entier. Un savoir-faire qui date de 1821. Il faut dire qu'à cette époque, la ville, véritable carrefour commercial, possédait toutes les matières premières nécessaires, argile, sable et cailloux de Loire, pour élaborer les fameuses faïences. Vous avez peut-être l'impression que tout ça est un petit peu rangé n'importe comment, il y a des catégories. Voilà, exactement. C'est Marielle, directrice artistique de la faïencerie de Gien, qui va servir de guide à Charles. Et l'histoire de la fabrique commence au grenier, où l'on conserve précieusement le patrimoine séculaire de l'entreprise. C'est une vraie source d'inspiration pour moi parce que j'y vais souvent déambuler, voilà, et effectivement j'ai pu récupérer comme ça des formes que j'ai remis au goût du jour, que j'ai retravaillées, qui étaient oubliées depuis 200 ans. Moi, j'ai envie de voir les assiettes parce que je suis... Alors, les assiettes, on va peut-être faire le tour. Alors, c'est plutôt par ici, vous voyez, là-bas. Là, particulièrement, vous avez celle-ci, que je pensais pouvait vous intéresser pour notre fameux festin. Oui, oui. Parce que c'est une assiette qui est l'ancienne assiette à artichaut, en fait, qui était à l'époque, au 19e, utilisée pour manger les artichauts. Donc, l'artichaut était posé au centre, et puis on mettait la vinaigrette ici et les feuilles tout autour. Donc ça, vous êtes plein de poussière, vous allez devoir vous laver les mains après. Hein.
Je vois tous ces numéros qui sont marqués, mais 3200, il y a combien de... Je ne peux pas vous dire combien il y en a des milliers. Hein. C'est stocké là depuis 150 ans. Mais c'est vrai que chaque numéro correspond à l'inventaire du moule, en fait. Et là, c'est là, vous avez le registre, voilà. Le registre qui répertorie tous les moules. Mère complète, garniture, observation. Entièrement écrit à la main. Ouais, c'est super. Avec, on retrouve à chaque fois le nom de la pièce et le numéro. Plat à artichaut, référence... En tout cas, c'est impressionnant de voir tout ceci. Et c'est la Bible de la maison, ou en tout cas une des Bibles. Ouais, c'est la Bible de ce grenier, en tout cas. Côté atelier, on constate rapidement que les services fabriqués à Gien restent fortement influencés par les pièces d'orfèvrerie et sont aujourd'hui encore le fruit d'un méticuleux travail en grande partie manuel. Là, par exemple, voilà le décor Pont-aux-Choux, le petit grain de riz. Ah oui. Voilà, qu'on va retrouver aussi au et par rapport à notre dîner qu'on va faire à Chambord, qu'est-ce que vous avez en tête comme décor qu'on pourrait utiliser? Eh bien, celui-ci, justement. Ouais. Celui-ci, même s'il est inspiré du 18e, on n'est pas forcément dans la Renaissance, mais c'est vrai que... Parce que c'est quelque chose qui est traditionnel dans la maison, c'est une... C'est vraiment un décor iconique de Gien qui, au démarrage de Gien, au mi-19e, s'est inspiré de l'orfèvrerie du 18e. D'accord. Donc il existe depuis 1821. Waouh. Le service Pont-aux-Choux est blanc, d'origine, mais on l'a aussi décliné dans d'autres couleurs un peu plus actuelles. J'aime bien pour blanc. notre dîner, il sera bien blanc. J'aime bien blanc. Ouais. C'est beau blanc. Là, on arrive au façonnage, garnissage, en fait. Bonjour. Bonjour. Voilà. Le travail de Julia, c'est effectivement d'embellir la pièce avec ses... Voilà, elle vient rajouter, en fait, rapporter sur la pièce. Je rejette 2 pièces. Voilà. La feuille et le artichaut. Ah, il est beau. Et je peux commencer? C'est la barbotine. Oui, la barbotine, oui. C'est la même pâte. Oui. La pièce, elle est fabriquée. Et voilà, on coule la feuille. Bien concentré au milieu. Très beau. Et ensuite, il y a la... Et ensuite, la petite fleur d'artichaut. Voilà, on retrouve le petit grain de riz en relief. Donc ça, c'est le couvercle de la soupière. Qui peut faire office de centre de table pour notre dîner, par exemple. Là, on est vraiment dans l'atelier des pièces prestige. C'est le prestige de Gien, c'est les pièces entièrement peintes à la main. C'est un savoir-faire on est une des faïenceries, les dernières faïenceries d'Europe à faire ici, encore ce travail à la main. Bonjour Jocelyne. Voilà, Jocelyne qui travaille un décor qui s'appelle le décor Rambouillet. Ah oui. Voilà, alors ça c'est un décor sur la thématique de la chasse. Je trouve c'est intéressant de vous le montrer puisqu'on est dans la thématique de votre dîner festif à Chambord. Il est marquant ce décor puisqu'il a été, c'était une commande présidentielle en fait. À l'époque, René Coty en 1955 était président. Il avait commandé à Gien un service sur le thème de la chasse pour la résidence présidentielle à Rambouillet. Un service qui aura donc lui aussi toute sa place à Chambord pour égayer notre tablée de festin, qui grâce à la complicité de Charles et des artisans rencontrés se compose progressivement en majesté. Venez là, venez. Allez, ma mère, viens. Bonjour. Bienvenue à Chambord. Elles sont souvent là, ces brebis? Mais oui, elles passent une bonne partie de l'année ici. Ah bon? C'est une race particulière? C'est la solognotte, donc la race locale. Donc vraiment la race locale. La race locale, rustique, ouais, faite pour pâturer
dans des conditions un peu humides, parce qu'on sait bien que la Sologne est... Bah, c'était des marais ici, c'est ça Tout à fait. Donc vrai, c'est la preuve de leur rusticité, parce qu'elles ne craignent pas le froid, non, ni non, l'humidité. absolument pas. Et vous les élevez pour le lait, pour la viande, pour la compagnie Donc les brebis sont élevées pour la compagnie, mais les agneaux, qui sont les mâles issus des brebis, eux sont élevés pour faire de la vente directe. Donc viande plutôt. Bien sûr. Et alors dites-moi, à l'époque de François Ier justement, à la Renaissance, est-ce qu'on avait déjà des brebis ici qui pâturaient? Bien sûr, historiquement, il y avait des brebis. On nous a rapporté même que le mur d'enceinte autour du château était notamment fait pour éloigner les loups et empêcher les loups de passer par-dessus. Donc il y avait des brebis dans toutes les exploitations quasiment. Et... Ah ouais. Donc on devait manger de l'agneau rôti. Ah oui. Ah oui. C'est une bonne idée, ça. Il va falloir y goûter, du coup. Voilà, il devait faire du fromage, mais enfin, à mon avis, c'était quand même plus pour la viande. Je pense, oui. Bon, on se rappelle? On se reparle de l'agneau. Bonne route. Salut. Encore une rencontre fortuite de bon augure, puisque grâce à Christophe, notre menu Renaissance se peaufine. Belle voiture. Avec un agneau à la broche qui s'invite dans la catégorie des rots, comme on les appelait à l'époque. À mon tour de surprendre nos futurs invités en confectionnant un dessert dans les cuisines du château ouvertes pour la première fois. Et quoi de mieux que de préparer un cake d'amour, hommage à Jacques Demy qui a tourné ici son film Peau d'âne. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans l'eau et versez dans la terrine. 4 mains bien pesées. Bien pesées, ça peut faire quoi, 200 grammes ça? Autour d'un puits creusé, choisissez 4 frais. Qu'ils soient du matin frais. Qu'ils soient du matin frais, de sucre parsemé. De sucre parsemé. Et vous amalgamez. Il est temps à présent, tandis que vous brassez, le glisser à présent pour votre fiancé. Un souhait d'amour s'impose, tandis que la pâte repose. Lissez le plein de beurre et laissez cuire cuire une heure. Je ne suis pas la seule à faire de jolies découvertes. De son côté, Charles est à Tours, dans les ateliers multicentenaires d'une prestigieuse soierie. Si à la Renaissance, les tentures en soie habillaient les murs, Charles a décidé de les détourner en nappe. Dès le XVe siècle, les soieries italiennes firent leur apparition à Tours pour devenir une florissante activité. L'entreprise familiale Jean Rose s'inscrit justement dans l'histoire de la soie en France depuis le XVIIe siècle et continue de fabriquer des étoffes d'ameublement haut de gamme. De la création des bobines de fil de soie aux étoffes finalisées, tout est passé au crible par Antoinette Rose. Et quelques étapes essentielles ont interpellé Charles, venu solliciter notre artisan soyeuse pour habiller notre table.
Alors ici aussi, il y a un autre métier. Voilà, et alors, donc, ceci, c'est donc Donc c'est l'ourdissoir. L'ourdissoir. La machine qui permet de préparer la nappe de fil. Oui. Chaque fil va passer dans ce premier peigne, Oui. qui est un peigne envergeur. C'est-à-dire qu'on va dissocier les fils pairs et les fils impairs. On va les D'accord. séparer. Voilà, on n'a C'est pas une tout à toile, fait. c'est vraiment un réseau. C'est sur ce réseau de fils appelé la chaîne que l'on peut ensuite lancer le tissage sur des métiers à navette. Waouh. Alors là, bah, c'est un tissu qu'on démarre tout juste. Et tout l'intérêt, c'est la rayure, en fait, qu'on a faite sur demande. Donc là, on voit le fil et la chaîne. Alors, voilà, donc ça, non, la chaîne. La chaîne. La trame, dans ce sens. D'accord. Donc la trame passe par les navettes. Là, c'est encore des métiers mécaniques à navettes. Il n'y a pas d'électronique encore sur ce genre de métier, mais c'était la dernière génération de métiers de soierie avant qu'on passe à d'autres technologies. Et ils ont l'avantage d'être complètement adaptés à la soierie, c'est-à-dire des fils fins, les exigences en termes de tramage, etc. Alors, on parle de ces merveilleux tissus. Vous savez, on a ce dîner à Chambord. Oui, j'ai entendu parler. Vous avez entendu parler déjà. Est-ce qu'on pourrait aller voir vos réalisations? Oui. Super, je vous suis. Ah, voilà des... Alors j'ai commencé à réfléchir un petit peu, mais Génial. je ne suis pas allée très loin parce que mon gros souci, c'est de savoir en fait quel était votre projet plus concrètement. Je vais vous montrer. Parce que dans les Regardez. tissus, on est là à se dire quel métrage. Alors, l'idée, c'est de faire une table en U. Alors, je pense à deux possibilités. Ou alors on fait un chemin de table qui va se mettre sur le centre, sur le pourtour, ou mieux, si on a assez de soie, de tissu, faire toute la nappe. Alors, métrage, il y a 6 mètres, 8 mètres 40. Donc, ça veut dire qu'on aura besoin quand même 16,8. Oui. Ça, je sais, c'est mon métier. C'est mon métier, vous avez compris, à peu près 45 mètres de tissu. Alors, j'ai cette coupe-là. Superbe. Bon, alors après, c'est une question de couleur, beaucoup. Bon, ça a dû tomber, ça c'est sûr. Oui, ça a beaucoup de présence. Bon, alors c'est pas vraiment une nappe, on peut s'essuyer la bouche avec. Hein. Mais À l'époque, quand même. À l'époque, tout à fait. Ils mangeaient pas très proprement, quand même. Non, la nappe était la serviette. Antoinette propose une première sélection de tissus afin de lancer la couture de cette immense nappe d'ici au festin. C'est le tissu vert qui l'emportera, une couleur que les chasseurs arboraient dès le Moyen-Âge et qui forcément fera sens à Chambord, le domaine de chasse de François Ier. Alors moi j'ai une petite chose pour vous, il y a un petit défi. On vous attend pour le dîner, chacun des convives reçoit ceci. C'est du tissu, je sais qu'on est dans une caverne, donc vous allez rire. On va demander à chacun des convives de réaliser quelque chose qui sera porté lors du dîner. Donc vous avez quartier libre, vous faites ce que vous voulez. C'est un défi. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Après cette incursion dans le temps et dans ce savoir-faire d'excellence, à mon tour de me pencher de plus près sur les arts de la table. Et pour cela, je file dans un hameau, aux abords du village de Mélan, chez Yann Petit, coutelier de profession. J'ai ouï dire qu'il reproduit à la perfection des couteaux d'antan. Bonjour Yann. Bonjour. Vous êtes en plein travail. Entrez. Je vous sers pas la pince, mais la main, je veux bien. Enchanté. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, vous êtes en train de changer une lame? Oui, là, je suis en train de faire un petit couteau de cuisine japonais. Alors, moi, il ne s'agit pas de couteau japonais. Oui. Puisque j'essaye de composer, de recomposer un festin dans l'esprit de ceux qui se sont tenus à la cour du roi, évidemment, du côté de Chambord, pendant la Renaissance, autour de François Ier. Et j'essaye de composer le couvert, même si le couvert ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui, puisque finalement, on mangeait beaucoup avec les doigts. Mais j'ai l'impression que le couteau était présent quand même. Tout à fait. Depuis le Moyen-Âge, oui, on mange essentiellement avec des couteaux, mais pas avec des fourchettes, qui vont arriver un peu tardivement à la Renaissance, qui vont généraliser plus tard. Oui. Alors, le couteau, il avait quel usage? Parce que les plats arrivaient, donc c'était le service dit à la française, donc tous les plats arrivaient sur la table en même temps. En fait... Mais ils arrivaient prédécoupés déjà, non?
Non, les pièces de viande vont être découpées sur place devant les gens. C'est ça, par l'écuyer tranchant, dont c'est le rôle. Tout à fait. Je peux vous montrer quelques modèles à côté, à la maison, si vous ouais, voulez. Je veux bien, ouais. Hein, on peut aller voir ça, on va laisser ça comme ça. J'ai trouvé mon coutelier, semble-t-il. C'est chez lui qu'il me propose de découvrir les modèles d'époque qu'il a déjà reproduits à l'identique et que nous pourrions lui emprunter. Par exemple, ce genre de pièce qui est 15e siècle, justement. D'accord, donc un petit peu antérieur à notre époque, puisque nous, c'est plutôt le 16e, mais c'est déjà très, très élaboré. Ça ressemblait à ça? Oui, exactement. On arrivait à forger des lames comme ça, aussi lisses? Tout à fait, ça c'est le poli. Oui, c'est poli. D'accord, ça c'est donc on refait aussi les fourreaux, tels qu'ils étaient faits en cuir repoussé. Et les manches étaient en quoi? Alors on a plein de choses. Par exemple, on peut prendre des bois exotiques. On a par exemple de l'ébène. Bah oui, bien sûr, qui doit être très, très prisé. Et on utilise pas mal d'ivoire aussi pour les pièces vraiment exceptionnelles. Et vu qu'on ne peut plus utiliser d'éléphant, là c'est du mammouth. La dent de mammouth? Ouais. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous. La dent de mammouth. Tout à fait. C'est beau, hein? Voilà. C'est superbe. Et pour l'ivoire, c'est un des rares ivoires qu'on peut utiliser de façon parfaitement légale, puisque l'extinction de l'espèce c'est déjà fait. Oui, mais on en retrouve et elles sont... En Sibérie. Ah d'accord, exclusivement. Et de par le climat très froid, ça se conserve davantage. Les derniers sont morts il y a à peu près 5000 ans, ils sont enfoncés dans le permafrost. D'accord. Donc ils sont gelés, on en retrouve entiers avec la peau, les os. Donc je vous montre d'autres pièces qui sont... tout ça, ça va être vraiment fin Moyen-Âge. Ça c'est couteau de table ou couteau de service? Tout ça, ça va être couteau de table. Hein, couteau de table, oui d'accord. Tous les convives venaient avec leur couteau. Oui, c'est ça en fait, chacun avait son couteau. Alors, pas chacun, c'est monsieur qui a un couteau et qui va couper la viande pour la porter à la bouche de madame qui ne met pas les mains dans l'assiette. Ah bon? Oui. Ah, on donnait à manger, le mari donnait à manger à la femme? C'est ça. Ah oui. On va s'amuser. Alors, donc... Là, c'est une version qui est un peu particulière, justement. Vous avez de l'ivoire de mammouth. Et l'acier, qui est un rendu un peu spécial, c'est un acier de bas fourneau. Donc c'est une réduction de minerai. On part de la pierre, dans laquelle on va trouver du fer. On chauffe à 1500 degrés, on va faire fondre le minerai. Et à la base du four, on va récupérer une loupe de fer. D'accord. Et après, en la travaillant, on va obtenir ce métal qui est un peu particulier. D'accord. C'est une technique qui avait cours à l'époque? Alors ça, c'est la façon dont on faisait le métal depuis l'âge du fer jusqu'à après l'époque industrielle, où on va faire des hauts fourneaux. D'accord, ce que vous appelez les bas fourneaux. Voilà, le bas fourneau, c'est la technique de base pour obtenir de l'acier. Alors peut-être que si vous pouviez réaliser un couteau de service, par exemple, parce que les couteaux de table, j'ai l'impression que vous en avez pas mal, qui correspondraient à cette époque, il faudrait le faire selon cette technique de bas fourneau, alors non? À l'époque, il l'aurait fait comme ça, si j'ai bien compris. À l'époque, il le faisait comme ça, oui, bien sûr. Ça me paraît bien. Après, je vous laisse le soin d'élaborer ça. Oui. Comme ça, j'aurai une petite surprise. Et mes invités aussi. Il n'y a pas de souci. Merci. On se prépare ça. Merci Yann. À bientôt. À bientôt. Les assiettes se remplissent, la table se construit, notre festin se présente bien. Il est temps à présent de reprendre la route en direction de Chambord et de retrouver Charles pour une nouvelle découverte au cœur même du domaine. Nous allons ensemble découvrir la faune et la flore avec Harmonie, guide nature et grande spécialiste du domaine, dans des espaces habituellement fermés au public. Alors attends, route des Grisonnières, je pense qu'on n'est pas loin là. Ah regarde, à mon avis c'est elle. Ah voilà. Tu vois? Oui. Bonjour Harmonie, bonjour. Ça va bien? Bonjour. On l'embarque. Je vous emmène? Bah ouais, on avec y plaisir. va? Allez-y. Allez, je vais monter à l'arrière. Je te laisse monter devant. Je suis ravie de vous recevoir. Merci. Une petite pause dans la verdure. Absolument. Et
dis-moi, moi j'ai entendu dire que quasiment toute cette forêt avait été plantée. Oui, c'est incroyable, on a peine à le croire. C'est vrai, et c'est d'autant plus vrai là où on se trouve, où on voit quasiment une pinède qui fait penser un petit peu au paysage des Landes dans le sud-ouest de la France. Et bien toute cette pinède, effectivement, elle est née du début du 19e siècle, alors qu'à l'époque de François Ier, seulement 1000 hectares grosso modo étaient boisés. Le reste, c'était des terres agricoles. Avec des marécages, j'imagine. Des marécages et beaucoup de moutons. Énormément de moutons. C'était l'élevage de prédilection ici en Sologne. Et est-ce qu'il y a ici particulièrement renard? Un petit peu, renard, blaireau, putois, chat forestier. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Il y a plein d'autres. Oui, des chevreuils aussi. Et regardez le sanglier à droite. Ah oui, là Tu vois juste là, faites pas de bruit là. Elle vous sent. Elle vous sent. Ah ça y est, il est parti. Ah oui, là, elle... Je pense que c'était elle. Ah oui, à quoi tu vois ça? Bon, son gabarit et puis là je suis pas certaine parce que j'ai pas pris le temps de regarder. Regardez, elle a fait 30 mètres en réalité et elle s'est arrêtée. Hein. Oui. Ici. Donc là on va sortir du chemin, prendre un petit chemin de traverse. Waouh. Ouais, c'est beau. Alors ça, ce sont des affûts pour les chasses. Hein. Lorsqu'on organise des chasses, ce sont les postes des chasseurs. Et j'aimerais... Je vais vous emmener là-bas. Vous voyez le mirador? J'ai quelque chose à vous montrer là-bas. D'accord. Le meilleur moyen pour que les animaux ne nous repèrent pas, c'est de prendre de la hauteur parce que du coup, notre odeur n'est plus portée vers eux et donc on arrive comme ça à apercevoir les animaux. Donc les miradors, c'est surtout à des fins de suivi de population et d'observation. Bon, bah, Julie, je te laisse passer devant. Ah, c'est sympa, ça me fait plaisir. Non, si tu tombes, je te retiens. Au cas où je tomberais sur un petit sanglier. Oh là là, la cabane de rêve. C'est la cabane de mon enfance. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. C'est quoi? Bienvenue dans la Lande. Donc ça, c'est le paysage traditionnel de la Sologne en fait. C'est une végétation herbacée qui monte jusqu'à 2-3 mètres de hauteur. Tu vas retrouver alors ici principalement de la bruyère à balai, mais on va aussi avoir du genêt, de l'ajonc. Et dans le temps, c'était les moutons qui pâturaient ici. On avait 25 fermes et des centaines et des centaines en activité sur le domaine. Sur le domaine. Et ça veut dire que c'est le paysage d'époque. Exactement. Donc ici, on vient pour observer, mais pour chasser aussi? Parce que tu disais que les chasses présidentielles s'étaient terminées en 2010, mais on continue de chasser sur le domaine? On continue de chasser. On est sur un territoire clos et les animaux ne cessent pas de se reproduire. Donc il est nécessaire de prélever quelques animaux chaque année pour éviter qu'ils soient trop nombreux. Parce que ce paysage, aussi joli soit-il, s'il y a trop d'animaux dessus, il disparaît, piétiné, complètement abruti. C'est une question de régulation. D'équilibre. Et c'est vraiment la grande difficulté, c'est de trouver cet équilibre pour accueillir des animaux le mieux possible, mais en même temps préserver les paysages pour qu'ils continuent à se développer pour les générations à venir. Voilà la Lande. Non, je comprends. J'ai d'autres choses à vous montrer. Allez, hein, sinon je sens qu'on va rester là jusqu'à ce que la nuit tombe. Ah, on est ravis. Alors soyez prudents en descendant. Et là maintenant, tu nous emmènes où? Alors je vous emmène un coin que j'aime bien, j'espère que vous apprécierez aussi. Regarde les mouflons là-bas. Ah ouais, il y en a beaucoup. Attends. Et alors là, c'est tout un troupeau de mouflons. Vous voulez les jumelles? Ah oui, avec son... Alors les mouflons sont des moutons sauvages qui vivent normalement en milieu montagneux. Alors ils ne sont pas originaires de Chambord. Ils ont été introduits en 1950 et ils étaient originaires de Corse.
Et alors, ils ont gardé un instinct très grégaire, donc c'est très souvent qu'on les voit comme ça en troupeau. Ah, c'est drôle, ils ont de très belles cornes d'ailleurs. Ouais. Hein. Alors, plus ils sont vieux et plus les cornes sont longues. Développées. Notre bucolique promenade touche à sa fin, d'autant plus que nous sommes attendus par une petite troupe d'amis d'harmonie, ainsi que par Marie-Christine, accompagnée de Didier, notre chef, qui a pris les commandes de ce casse-croûte de chasseurs, au cœur même du pavillon de la Thibaudière. Un petit relais caché dans la forêt, construit dans les années 70 sur le modèle des datchas russes, à la demande de Georges Pompidou, et qui a vu passer depuis plusieurs présidents. Ce n'est pas sous les ors de la République, mais à l'ombre des chênes royaux de ces anciennes chasses présidentielles que se prépare notre casse-croûte. Un vrai privilège. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà. Quelle surprise. Bonjour Marie-Christine. Messieurs, je n'ai pas besoin de vous demander ce que vous faites dans la vie, j'ai bien compris. Bonsoir. C'est magnifique cette table. Oh là là. Comme d'abondance. Un petit pique-nique. Donc, chacun se sert, allez, c'est plus simple. Voilà, on va les aider quand même. Très bien. Hop. Ouais. Je sais pas si je fais un service impeccable. Hein. Est-ce que vous voulez un petit peu de terrine? J'ai une petite surprise, là j'ai quelques brochettes de sel. Encore? Ah ouais, oh là là, un festival. Mais il a tous les talents ce garçon. Oh, parlez pas ma chère madame. Bon allez, cette belle histoire de Chambord. Santé à vous aussi. Oui. Et dites-moi, quelle particularité faut-il pour être sonneur de chasse? Du coffre, j'imagine, c'est ça, non? 1000 talents. Sonneur de trompe, pardon. 1000 talents, voilà, 1000 talents. Non mais, une femme peut sonner oui, la une femme trompe? peut sonner. Comment vous dites? Sonner la... Non, sonner, on dit sonner, sonner. C'est ça, sonner la trompe? Oui, ça fait partie des instruments où sonner on sonne. la trompe. Voilà. C'est bizarre, sonner la trompe. Eh ben, on sonne de la trompe, on sonne de la cornemuse, de la vielle à roue, les cloches, mais la trompe aussi. Ce serait pas mal qu'on vous fasse une petite démonstration. Oui. Mais oui, plaisir. Oui, avec plaisir. L'arrivée au rendez-vous, ça vous dit? Absolument. C'est une fanfare circonstance. Bah pour l'arrivée au rendez-vous. Parmi les 50. Ouais. Oh, bravo! 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 Jolie vibration. Fanfare de circonstance, c'est toujours assez court. Ah oui, non, mais ça porte loin, non? Oui. Bah, ça dépend du temps, mais 5-6 km quelquefois. Quand même. Oui, oui. Waouh! Oui, oui. C'est magnifique. Ouais. Ah oui, c'est superbe, ça fait des frissons. Est-ce que vous croyez que c'est possible que tout votre ensemble puisse jouer lors d'un festin à Chambord? Ah bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, c'est le lieu idéal, oui, effectivement. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui en plus se montent à cheval? Qu'est-ce que oui, tu veux leur quelques-uns demander de faire? d'entre Et d'autres qui savent faire l'équilibriste? Hein, un petit salto arrière sur le cheval avec ça, vous n'étiez pas au courant. Non, bah avec lui, je suis jamais au courant. Vous avez compris le personnage. Nous, on était prêts. Hein. Je trouve que c'est très beau dans les trompes qu'elles se répondent. Tu vois, qu'il y ait cette idée d'écho, puisque c'était l'élément pour répondre et pour dire oui, je suis là, il y a du gibier. C'était un élément de communication. Oui, au départ, c'est ça l'origine de la trompe de chasse. C'est ça, n'est-ce pas, messieurs, je pense? Tout à fait. Donc, je suis en train de manger. Oh, bah, c'est bon signe, c'est bon signe. C'est très très bon Didier par ailleurs. Hein. Exquis. Bon allez, on va goûter les fromages aussi quand même. J'ai déjà goûté. Avant que la journée ne touche à sa fin, je profite de ce moment pour faire le point avec Charles. Le festin d'inspiration Renaissance approche à grands pas. Dans 24 heures, tout le monde sera enfin réuni. De mon côté, le menu est quasiment abouti, grâce à Didier, chef d'orchestre des Fourneaux. Côté décoration, il nous reste encore un peu de travail. La nuit porte conseil, il est temps d'aller nous reposer. Le jour tant attendu arrive enfin. Le festin aura lieu dans quelques heures, ce soir, et c'est un incessant ballet qui se met en place. Ça va?
Ça va, vous êtes confortable? Charles a accueilli les étudiants du lycée hôtelier de Blois, mis à contribution dans sa scénographie. Bon les garçons, numéro 1. Le long des coteaux courbes et des nobles vallées, Chenonceau et Chambord. Et plus dur et plus grave, recommence le truc. Les répétitions se font sous quelques regards amusés et quelques aléas. La pluie voulant s'inviter, ce qui entre nous serait une catastrophe. Et si on n'a pas envie que les tables soient mouillées, c'est quand même du carton, voilà. Ils enlèvent tout. Heureusement, il ne s'agit que d'une légère ondée. Et déjà, Christophe Piou, notre éleveur de brebis solognottes, aidé de son ami Rémi, installe dans les jardins à la française un agneau royal, farci de perdrix, elle-même farcie. Un travail d'orfèvre façon poupée russe, comme le faisaient les cuisiniers de François Ier. Donc c'est une base d'huile d'olive. Après, comme c'est un agneau de la Renaissance, on s'est basé plutôt sur une bonne partie d'épices. Et là, c'est parti pour à peu près 4-5 heures de cuisson. Il va cuire lentement, laissant à Charles le temps nécessaire pour régler quelques derniers détails avant l'arrivée des convives. Charles n'est pas seul sur le pont. Didier, notre chef, profite lui aussi des derniers instants pour faire un détour chez Sylvine, sa maraîchère cueilleuse. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est jouer aussi avec des variétés de salade sauvage. Ça, c'est de la marrante. Ça, c'est Kénopote, ça. Kénopote, celui-là. J'ai quant à moi décidé de réserver une dernière surprise à l'équipe en filant retrouver un orfèvre de renom, Gucci, pour lui emprunter quelques objets d'art et apporter des éléments de décoration supplémentaires à notre table, revisitée par Charles en cabinet de curiosité. C'est du côté de Vendôme que Gucci a installé l'un de ses ateliers. On peut entrer dans l'atelier. Voilà. Artisan, sculpteur, forgeron et orfèvre, ce Géorgien d'origine est arrivé en France à l'âge de 33 ans, grâce à la complicité de sa future épouse, alors que l'art était considéré dans son pays comme subversif. Et c'est vous qui forgez tous ces outils? Tout à fait. Ah oui? C'est forgé à partir d'une barre d'acier dans une forge. Et donc, ça s'appelle des bigornes. Des bigornes? Des bigornes. Les outils de l'orfèvre? Alors, ça veut dire que vous créez un outil par objet, quasiment? Ou je réutilise, ou je transforme. D'accord, vous transformez carrément. Voilà. Par conséquent, au bout de 43 ans de travail en France, j'ai créé 2000 bigornes et 400 marteaux. Mais non. Les marteaux? 400 marteaux différents? Oui. Et Gucci, est-ce que éventuellement vous pourriez nous prêter un ou quelques objets qui pourraient avoir leur place sur une table de la Renaissance, une table royale? Oui. Pardon. Voilà, ici j'ai réuni toutes ces pièces. Donc vous verrez, c'est des chandeliers, des centres de table. Cette pièce s'appelle aquamanil, n'est-ce pas? Comment vous l'appelez? Aquamanil. Pour laver les mains. Aquamanil. Ah, d'accord. C'est très, très joli, ça. Et puis c'est léger. On voit la finesse du travail. Justement. Par exemple, voyez-vous, cette chariot. Ouais, ça, c'est spectaculaire. Coupe de fruits. Et alors, est-ce qu'il était censé se déplacer sur la table? Oui. Ah, d'accord. Pour que chacun puisse se servir. Voilà, on peut envoyer très loin. Voilà, tous ces petits clochers. Et comme ça roule, ça fait du bruit en roulant, c'est ça? On sent des bruits des clochers. Ou comme les cornes, n'est-ce pas? Elle est exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on peut cacher quelque chose. Ah, d'accord. Mais en fait, finalement, parfois, vous créez des objets, et puis à chacun de trouver la destination. C'est ça. Ah. Un cerf? Oui, c'est roi cerf. Un cerf ailé? Un cerf ailé, qui était au XVe siècle symbole de tous les rois de France, notamment. Mais alors, jusqu'à François Ier, puisqu'après, c'est la salamandre qui a pris... Bon, celui-là, il nous le faut. Hein. Parce que je ne suis pas sûre que ma baguette magique va marcher à Chambord. Hein. Ça, c'est un peu loin. Ça vous aurez. Ah, merci. Oh là là, on est vraiment dans un conte de fées avec Gucci. Hein. Ça y est, il est l'heure pour moi de rejoindre Chambord pour le festin qui promet quelques tableaux surréalistes dans ce décor de rêve dans lequel Charles a laissé libre cours à sa créativité.
Alors que dans les cuisines du château cela s'échauffe, les premiers plats sont en train d'être dressés et rien n'est laissé au hasard. Déjà, les convives font leur entrée en scène, comme le faisaient les invités aux tables de Chambord il y a 500 ans, majestueusement. Charles a imaginé cette arrivée en hommage à François Ier, qui voulait détourner la Loire pour la faire passer devant son château et en faciliter ainsi l'accès. Tous ont joué le jeu et se sont appropriés le tissu gris pour harmoniser leur tenue. Le grand festin est lancé. Artichaut. Et là, je pense que c'est une huître, ça. De l'huître et un petit peu de citron, de zeste de citron. Poire et du raisin. Poire, raisin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Chouette de voir vos tenues. Vous avez joué le jeu, vous avez réalisé des beaux gilets, des tops. Merci. Bah oui, tant qu'à faire. À moins des choses. Pour rejoindre l'Assemblée, je suis accompagnée de Jean d'Aussonville, diplomate de carrière et directeur général du domaine national de Chambord depuis 2010. Il m'a proposé au débeauté une arrivée à cheval. À défaut de tenue appropriée, j'ai improvisé. C'est un peu un métier de chef d'orchestre, en fait. Et ce qui est passionnant ici, c'est que vous avez une grande diversité de métiers. Parce qu'il y a aussi bien de la production forestière, il y a des ouvriers forestiers, on coupe des arbres. Maintenant, d'ailleurs, on va construire des tonneaux. Vous avez de l'écologie, par exemple, des espèces d'oiseaux rares, comme les balbuzards pêcheurs, qu'il faut protéger. C'est une réserve ornithologique. C'est une réserve, oui, c'est une réserve de faune sauvage. Alors, Chambord, château métaphysique, œuvre d'art qui conjugue les génies de l'époque, certainement inspiré d'ailleurs des travaux de Léonard de Vinci, qui était proche de François Ier, mais Chambord néanmoins, château installé au sein d'un magnifique et immense domaine de chasse, dans lequel François Ier se déplaçait quasiment exclusivement à cheval, c'est ça? Oui, oui, oui. D'où notre arrivée à cheval, parce qu'on se fait plaisir, mais enfin, il y a quand même un sens. Oui, mais vous le faites très bien. J'ai l'impression que nos amis sont arrivés. On va les voir? On va les voir. À part que je retrouve mes chaussures quelque part, moi, quand même. Là, c'est plus Podane, c'est Cendrillon. Santé, ravi de vous recevoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonjour. Vous êtes magnifiques. Je découvre les tenues de chacun, tout le monde est à l'unisson. J'ai moi aussi joué le jeu en créant une fleur dans le tissu gris offert par Charles. Oh là là, magnifique, merci. Qu'est-ce que tu me sers alors? Alors c'est un vin local à partir d'un cépage oublié qui existe dans très peu d'endroits, n'est-ce pas? Et qui s'appelle la Malvoisia. Malvoisia. Malvasie, mais oui. C'est justement un cépage qui a été amené sur la Loire à l'époque de la Renaissance et qui a perduré. Donc, qui plaisait au roi parce que sucré. Au roi. On sait qu'ils avaient le bec sucré. Exactement. Est-ce que vous entendez ces cris? Ce ne sont pas des mouettes, hein? Ce ne sont pas des mouettes. Non, non, je crois pas. Ça pourrait? Je crois pas. Ce sont tous des rapaces. Exactement. Voilà, des faucons, parce qu'en fait, François Ier, il pratiquait la fauconnerie, il chassait à cheval et au faucon. Et avec des chiens. Et le grand cadeau à l'époque, c'était d'offrir des faucons. C'était vraiment le cadeau royal. C'est incroyable.
Charpentier, qui est le chef du groupe, qui est champion de France de trompe. Nous avons sonné ensemble. C'est notre soliste, voilà. Bonsoir Pierre, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci. Puis alors, si vous êtes gourmand, il y a quelques petits pâtés d'artichauts aux œufs huîtres qui vous attendent. Vous savez parler aux musiciens. Oui, non, mais ça il n'y a pas que les musiciens, hein, c'est un peu universel. Pierre, venez avec nous, vous allez représenter les sonneurs. Merci beaucoup. Merci. Charles, c'est bizarre quand même, toutes ces chaises sans table. Surprise, on va voir ce qui va se passer. Mesdames et messieurs, les tables. Oh là là, j'ai trouvé plus fort que moi en épaulette. Magnifique. De ces tables transportables. On mettait des tréteaux et on dressait la table. D'où l'expression dresser la table, c'est ça finalement. Exactement. Un ballet de serveurs qui dresse les tables. Mais Charles m'a réservé une autre surprise pour rendre hommage à cet écrin de Chambord qui sert de décor à notre festin. Quoi de mieux pour cela qu'un poème de Charles Péguy, un autre amoureux des châteaux de la Loire. Le long du coteau courbe et des nobles vallées, les châteaux sont semés comme des reposoirs. Et dans la majesté des matins et des soirs, la Loire et ses vassaux s'en vont par ses allées. 120 châteaux lui font une suite courtoise, plus nombreux, plus nerveux, plus fins que des palais. Ils en ont Valençay, Saint-Aignan et Langeais, Chenonceau et Chambord, Azay, Le Lude, Amboise. Et moi j'en connais un dans les châteaux de Loire qui s'élève plus haut que le château de Blois, plus haut que la terrasse où les derniers Valois regardaient le soleil se coucher dans sa gloire. Quel bel hommage! Bravo, messieurs! On a découvert ou il faut manger avec les doigts? Parce qu'à l'époque, Marie-Christine, on mangeait avec les doigts quand même. Alors on mangeait avec les doigts, mais là, il y a quand même un petit peu de sauce, un petit peu de bouillon, donc on prenait une cuillère. Alors, je ne sais pas si vous y êtes pour quelque chose, mais c'est très bon. Vous en voulez une? Ah, je vais vous nourrir parce que quand même, là, vous me faites un peu de peine. Même si je sens que vous vous prêtez au jeu très volontiers et avec beaucoup de talent. Ah, je vous en donne un petit peu. Vous allez voir, c'est très bon. Alors du coup, à l'époque, Marie-Christine, on dînait dans quoi? Dans des pains Sur les tables populaires, en fait, l'assiette était la tranche de pain sur lequel on posait la viande et avec la sauce, et on pouvait après manger les morceaux du pain. Donc ça, c'était l'assiette? Voilà, exactement. Mais à la table du roi, ce sont des plats d'or, d'argent, et à la table de l'aristocratie et des bourgeois, c'est des plats en étain. Et de mettre le pain à la table de Chambord et du roi, je trouve que c'est une jolie réunion un peu des mondes qui ne se croisaient pas beaucoup à l'époque. Je vais vous inviter à me suivre pour découvrir la suite du menu qu'on a réalisé avec voilà, quelques surprises. Je vous emmène avec moi, accompagnez-moi. Bravo pour ce premier tableau et bravo messieurs. C'était un hommage par rapport à la cage d'escalier. C'est une autre cage. Et puis François Ier aimait bien les oiseaux. Et alors il y a une autre chose aussi, c'est que tu peux regarder, on a des superbes lampes à plic. Et là on les doit grâce, voilà, ils sont ici, grâce à Laurent et Valérie Bouloche. Mais oui. Ils sont à Saint-Laurent. Parce que tu te disais que peut-être on aurait pu apporter un peu plus de lumière à cet endroit, c'est ça? Vous savez, bon, c'est quand même un lieu classé, donc on ne peut pas, bien sûr, mettre ce qu'on veut. Oui, tu pouvais pas, tu pouvais pas enfoncer un pied dans le mur. Exactement. C'est une belle idée, alors je comprends mieux. Et donc j'aimais bien ça par rapport aussi aux oiseaux, il y avait tout un lien. Et puis la forêt, amener la forêt dans Chambord.
mais t'es complètement fou, c'est incroyable. Écoute, c'est surtout un grand travail collectif. Hein. Un grand cabinet de curiosité, un peu comme ça. Me voilà complètement transportée dans le temps, une véritable expérience que nous continuons à partager tous ensemble au sommet du château cette fois-ci, avec son point de vue imprenable sur ses cheminées et ses jardins à la française. Quelle table, Charles, et puis vous tous d'ailleurs, parce que finalement c'est une œuvre commune. C'est extraordinaire, c'est un tableau, une peinture flamande. Entre la soie d'Antoinette, l'argenterie, la soie d'Antoinette, le travail d'orfèvre de Gucci. Je reconnais les couteaux de Yann. Merci. Les assiettes de Marielle. Alors que se passe-t-il là? Il y a un rituel qui se profile. Voilà. Je vous le redonne. Hein. Oh. Donc c'était une coutume à l'époque, on faisait la même chose, c'est ça? On se lavait les mains avant le repas? À table. En fait, destination première, c'était pour les clergés, pour laver les mains. Ah oui. Ah ben oui. Pendant la messe, bien sûr. Les tableaux continuent à s'enchaîner, nous prenant par surprise à chaque fois. Pour servir le blanc-manger réalisé par Didier, notre chef, Charles a chorégraphié un service à l'assiette avec tout simplement un serveur par convive. Le faste et l'opulence, symbole des tablés Renaissance. Un énième défi relevé par les élèves de l'école hôtelière de Blois. Ce blanc-manger, il a une place prédominante dans notre alimentation depuis longtemps. Il faisait partie des entremets. Donc il est présent. C'est pas vraiment un plat à part entière. C'est entre les mets. Ouais, voilà, il est entre les mets. On est entre le premier service et le deuxième service, on va dire. Il y avait combien de services, Bruno? Le modèle du repas du service à la française, donc c'est un modèle effectivement où à chaque service, à chaque séquence d'ailleurs, il faudrait plutôt dire, à chaque séquence, on a plusieurs plats qui sont disposés dans l'espace et qui respectent aussi quelque part la hiérarchie sociale. Donc, par exemple, que les mets les plus prisés sont placés devant le prince ou... voilà. Ah donc ça veut dire que tout le monde ne mangeait pas forcément la même chose? Non, et peut-être le blanc-manger, comme il contient du blanc de volaille qui se situe dans la chaîne des êtres tout en haut, près de Dieu, peut-être que nous serions les seuls ici, au bout de la table. Parce que là, on est dans l'élite, c'est ça? Là, on est dans le bout de la table. Voilà. C'était alors... Il y a une révolution, ça y est, qui s'organise. Entre les deux, vous aurez remarqué que notre société a un peu changé. Hein, donc on est devenu plus égalitaire. Donc voilà. Vous dînez avec un lièvre, hein, de toute façon. Voilà. Déjà, pas la ramener. Et Henri, hommage à votre vin qui se marie de façon extraordinaire, très subtile avec ce plat, c'est vrai. Que boit-on? Le Romorantin est un cépage qui a été apporté par François Ier dans notre région. Il a fait venir 80 000 plants de la région de Beaune. Et c'était des plants de raisin blanc qu'il a plantés dans les environs de Romorantin. D'où son nom, dans un premier temps, parce qu'il avait prévu de construire le château de Chambord, enfin qu'il a fait après à Chambord, à Romorantin. D'accord, la cité idéale qu'il avait projeté de faire avec Léonard de Vinci. Voilà. Et vous avez replanté des pieds de Romorantin sur le domaine du château. Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est formidable, c'est que j'ai la chance d'avoir la plus vieille vigne de France de Romorantin. Ah bon, c'est vrai? Cette vigne a 2 siècles. Waouh, voilà. Belle histoire. Voilà. Waouh. Ah, la tourte qui arrive. C'est superbe. La tourte. Une tourte géante d'1 mètre de diamètre,
cuite au feu de bois et garnie de gibier. Vous aviez faim? Ah oui. Il va falloir nous le prouver. Dans la pure tradition de l'époque. Oh là là, bravo! Magnifique! Qu'est-ce qu'il y a dans cette tourte? Je ne sais pas si je dois le dire. Ah Vous allez deviner. Ah, on va le deviner. Allez, on va le deviner. Il y a tous des motifs autour. Hein. Il y a des petits sangliers qui voilà, courent après des faisans. Oui. C'est excellent. Alors, on va savoir ce qu'il y a dedans, quand même. C'est une tourte de viande qui est composée de gibier, principalement, avec du canard, du pigeon. Et puis, il y a aussi des petits oiseaux. Voilà. Alors, il y a un petit peu de perdrix, il y a de la caille. Il y a aussi beaucoup d'épices, du genièvre, peut-être? Un petit peu de genièvre, oui, qui se marie toujours très bien avec le gibier. Le clou de girofle aussi, qui se marie bien avec le genièvre. Donc, voilà, des mariages. Du poivre, c'est relativement poivré. C'est très, très bon. Voilà. Alors, Bruno, j'ai entendu dire, mais vous allez me le confirmer ou pas, que ces tourtes d'oiseaux, notamment de gibier, mais de petits oiseaux, étaient parfois garnies d'oiseaux vivants. Oui. C'est vrai. Et quand on les coupait, on libérait les oiseaux. Ça existait, effectivement. On a d'autres recettes de pâté d'oiseaux vivants. On est dans ce genre de choses-là, un peu spectaculaires. Spectaculaire, avec toujours... Qui est destiné à susciter la surprise des convives. C'est ça. En effet. Alors, on s'est tous rendu compte que nous n'avions pas de serviettes. Et alors, comme en plus on mangeait avec les doigts, pour l'essentiel, on s'essuyait sur la nappe. Donc, en toilette, que faisons-nous? Disons qu'on fait comme on veut et comme on peut. Voilà, c'est ça. Mais donc, à défaut de serviettes, c'est vrai qu'on s'essuyait à la nappe. Ceci dit, les nappes, elles n'étaient pas en soie. Alors oui, c'est la question que je voulais vous poser. Les nappes n'étaient pas en soie, mais la soie était présente. Voilà, donc la soie, c'est pas du tout anachronique de présenter de la soie ici, surtout ici à Chambord. La soie est arrivée, enfin le tissage de la soie, la maîtrise de la technique du tissage est arrivée en Touraine sous Louis XI en 1470. Venant d'où? Venant d'Italie. Mais c'était surtout pour le vestimentaire à ce moment-là. Alors, je vous propose, parce que là, vous êtes un peu ostracisé quand même, peut-être qu'on pourrait échanger les places, voilà, dans un mouvement de balancier, pour que, finalement, on puisse discuter avec d'autres voisins. Bon, allez, on y va. Une redistribution des places qui s'accompagne de l'arrivée des potages. Pour l'occasion, des poissons cuits au pot, carpes et autres brochets, relevés d'une sauce aigre douce à la moutarde et au coin. Rapidement talonnés par l'entrée en grande pompe des viandes rôties. Les rots, comme il se doit de les appeler, pour ce dîner aux allures de festin pantagruélique. Belle pièce! L'agneau de Christophe! Magnifique! Agneau qui cuisait dans les jardins à la française et dont nous allons enfin pouvoir découvrir les mystérieux ingrédients qu'il recèle. La surprise va bientôt venir, mais cet agneau est désossé et farci avec des perdrix rôtis. Mon Dieu. Ça sent bon en tout cas, c'est très parfumé. Ah, c'est parfumé, oui. Ça sent fort. Vous effectuez des gestes, messieurs, extrêmement précis. J'imagine connaissant et maîtrisant l'anatomie de la bête. C'est ça, c'est indispensable. C'est un art d'arriver à faire tenir un animal et désossé et farci sur une broche. Et c'est là qu'il faut ruser, avec un petit peu de fil bien sûr, si on veut arriver à conserver la bête. À la Renaissance, j'aurais bien aimé savoir comment ils faisaient. Magnifique, merci beaucoup. Donc finalement, ce que je fais là ne se faisait pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne passait pas les assiettes, c'est ça? On se servait de ce qu'il y avait devant soi. Voilà, on aurait posé les plats devant soi. Et effectivement, peut-être l'homme aurait pris la fourchette pour servir dans le plat de la table. C'est très bon, hein, Christophe. Vraiment bravo. Merci Julie, merci à Rémi. On sent le goût de l'herbe de Chambord.
Et nos assiettes assez peu végétalisées comme au temps de François Ier vont pouvoir se remplir un peu plus puisqu'à l'agneau s'ajoute le plat de notre chef Didier. Bien, pour les volailles d'Inde, les poules d'Inde, qui vont être découpées par Stéphane. Alors pourquoi, Didier, sert-on de la poule d'Inde? À la Renaissance, c'est aussi l'art de la nouvelle cuisine, donc de nouvelles denrées, de nouveaux produits. C'est une forme d'exotisme aussi dans la cuisine, donc la poule d'Inde. Qui venait d'Amérique, mais à l'époque, on pensait que c'était les Indes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est vraiment l'art de la découpe, que l'on appelle l'art de la découpe à la volée. Qui est typique de cette période de la Renaissance. Donc il faut un certain savoir-faire, puisque la viande ne repose pas sur la planche à découper, mais est tenue sans arrêt en l'air. La viande, là, avec ce couteau très spécial, est découpée très fine. Et quand on va la manger, comme on a moins de texture de viande, le goût est différent. Et là, on comprend mieux la forme du couteau, justement. Voilà. Parce que vous voyez, ça permet de poser délicatement la tranche de viande sur le plat. Et Yann, toi, quand tu réalises un couteau comme celui-là, est-ce que tu l'essayes? Est-ce que tu cuisines? Alors, je m'étais toujours posé la question de savoir pourquoi il avait cette forme. C'est bien de le voir utilisé in situ. Mais vu que je travaille d'après des sources, soit de musées ou soit archéologiques, je reproduis à l'identique. Après, c'est à la personne qui s'en sert de me montrer un peu comment on fait. Voilà, d'accord. Moi, j'ai jamais mangé autant de viande de ma vie en quelques heures. Heureusement, Didier a choisi d'accompagner sa poule d'Inde de verdure, cueillie chez sa maraîchère Sylvine, une salade composée d'épinards sauvages, de pourpiers, de fanes de carottes et autres herbes aromatiques fort appréciées à la Renaissance. Sylvine, tes salades, elles envoient, hein? Le dernier tableau se présente enfin à nous avec, une fois encore, autant de serveurs que de gourmandises. Les issues de table entrent en scène avec une surenchère de spécialités que François Ier aurait savouré lui aussi en son temps. C'est somptueux. Alors là, on se rapproche quand même de ce que pouvaient être les desserts de la Renaissance, c'est ça? Posés sur la table, voilà, à foison. Oui. Et beaucoup de variétés, en fait. Les fruits, assez peu de pâtisserie, mais les fruits confits, oui, les confitures, qui faisaient partie aussi des desserts. Là, on a des tourtes de melon. Ah, mais oui, la fameuse tourte de Sébastien qui est cachée, qui est dans la cage, là, pour ce qui me concerne. Bah, c'est un sacré oiseau. Hein. Ah oui. Et qu'y a-t-il dans ce pot-là? Il y a un pot qui est fermé là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le cotignac. Le en fait, cotignac. c'est le sirop de coing qui est réduit, confit et qui est dressé dans des petites boîtes en peuplier. C'est un sirop qui s'est durci et on va lécher avec la langue. C'est un peu une confiserie pour les enfants. Qui était très apprécié par François Ier. Et c'est une confiserie donc, qui a perduré dans la région depuis cette époque de la Renaissance, qui continue à être fabriquée de nos jours à Orléans, le Cotignac d'Orléans. Puis on a un petit peu de fromage. Un peu de fromage? Oui, mais du fromage frais, la jonchée, parce qu'à la table du roi, on mangeait que des fromages frais. Et la cage de Yannick, qui est magnifique, donc qui est entièrement en sucre? Voilà, entièrement en sucre, hein, donc à peu près 2 jours et demi de travail, et j'ai décoré à la glace royale, donc ça porte bien son nom, parce que justement à la Renaissance et tout ça, ils utilisent beaucoup ce sucre pour décorer. Donc, voilà, on est dans l'artisanat pur, voilà. Là. Allez hop. Ah, Didier, tu me passes une poire tapée, j'adore ça. Ah bah oui, jamais. Ah bah oui, goûte, bien sûr. Alors là, on est un peu on est presque dans un repas d'anniversaire, Cécilie. On s'apprête à célébrer les 500 ans de Chambord. Wow. C'est un demi-millénaire, c'est quand même pas rien. 1519, si j'ai bien calculé. Qu'est-ce qui s'est passé? Septembre 1519, François Ier ordonne le début de la construction de Chambord. Donc 2019, c'est une année très symbolique pour Chambord, mais aussi pour tout le Val-de-Loire et pour la France, puisque c'était une année très importante dans le début de la Renaissance à Chambord. Et vous nous donnez donc quelques idées. Merci. On vous donne quelques idées. On va vous laisser quelques éléments du décor aussi, si vous voulez.
C'est avec cette table d'opulence que notre voyage dans le temps au cœur de l'artisanat et de la gastronomie se clôture. Un festin qui a pu avoir lieu grâce à la générosité et à la fantaisie de chacun. Elle est en sucre. Elle est en sucre, si vous voulez goûter. Ah, voilà. Charles, tu sais pas la meilleure, on a oublié le cake d'amour. Regarde. Joli. Vas-y, je te laisse te servir. Ah. Bon, allez, moment de vérité, je l'essaye. Ben oui. Ah, waouh, ça marche. Je veux pas dire, mais elle me va. Donc, je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir, mais ça commence bien à Chambord. Tu sais quoi? Je pense qu'on s'est pas loupé sur notre banquet. Ah, que dis-je? Notre festin. Travail d'équipe. Ouais, merci.